Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix là où vous êtes dans le monde, on se retrouve en paix et en santé d'ailleurs, c'est le plus important comme toujours ce que je dis. On se retrouve avec Willou, comment tu vas? Ça va, tranquille? Bon déjà, les vacances, ça s'est bien passé? Mec, ça fait un bail, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plus d'un mois peut-être. Donc, Yeah. de retour, je vais pas te mentir, j'ai un peu l'impression d'être quand même convoqué dans le bureau du proviseur. C'est un retour, mais c'est un retour, je sais pas exactement dans quelle direction on va partir aujourd'hui. Donc, je suis très très content de revoir mon bon pote. Mais c'est aussi un pote qui en ce moment est en train de tellement surfer sur absolument c'est le paradis footballistique que tu es en train de vivre, absolument de toutes les directions. J'espère pour toi que ça va continuer le plus longtemps possible. Mais ouais, vrai kiff de te revoir. Non, mais franchement, t'as pas vu là, je commence à me promener, à me promener, à me pavaner, à me provener. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est le mix entre les deux. À me provener avec le numéro 7 déjà à la base. Juste pour vous rappeler qu'Arsenal fait 7 sur 7 en fait. J'ai l'impression d'être Osam Hassan à la Coupe d'Afrique des Nations et d'être le coach de l'Égypte. Nous, on a 7 victoires. 7 victoires en Ligue des Champions pour le moment, en route pour la 8e victoire, en espérant faire un 8 sur 8 en Ligue des Champions. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, évidemment, c'est ces bandits qui se sont gérés, voilà, tranquille, posés. Willou, excuse-moi 30 secondes, il faut que je flexe un peu, tu vois, j'ouvre la boîte magique, que je fasse comme Willou, peut-être que dans ma décoration, il faut que je me gère maintenant, côté des Coupes d'Afrique des Nations, tu vois, genre Willou, il a des trucs, eh oui, c'est nous les champions d'Afrique. On a gagné, les gars, on a gagné. Mouah. Mouah, les petits bisous. C'est l'autre qui sort sa Coupe du Monde qui flex. Les tailles ne sont pas les mêmes, mais on y croit. Je dis, on y croit. Écoute, tu vois celle-là? Il est méchant. Peut-être que dans 5-6 mois... Écoute... Mais moi, pour que ce soit réaliste, il faudrait que je m'en commande une deuxième. Mais... Ouais, j'avoue que toi, franchement, tu abuses là. Tu abuses. Bon, il faut commencer quelque part. On commence d'abord par des mini-coupes d'Afrique des Nations. Il y a de la poussière qui m'est tombée de partout. Ça fait longtemps que je l'ai pas... Ça fait 3 ans et demi qu'elle est tout en haut de l'étagère. Je suis dégueulasse. MDR, en tout cas. Donc, du coup, ouais, le Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, elle est terminée. Franchement, bon, ça s'est bien passé globalement parlant. Je pense que ça, on peut le dire. À la fin, il s'est passé pas mal de choses lors de cette finale. On va aussi en reparler. Mais Willou, j'aimerais savoir franchement, de ton point de vue à toi, de là-bas, en tant que bandit d'Amsterdam, comment tu as senti cette Coupe d'Afrique des Nations là, franchement, entre nous quoi. Déjà, ton premier feeling. Ouais, hyper très différente de la dernière. La dernière, c'était la CAN de Netflix. C'était les scénarios totalement extraordinaires. Bon, bah, du coup, au bout du bout, on a eu un scénario fou. On a eu un moment Netflix, un moment documentaire. Mais du coup, ouais, je dirais assez différente de la dernière. Et quand même meilleure. Parce que le niveau de jeu de certaines sélections, je dirais surtout 3, Maroc, Sénégal et Nigeria. C'est dommage qu'on n'en ait que 2 des 3 au mondial. Mais je trouve que là, l'Afrique a frappé fort et a montré qu'il y avait... Pour moi, il y a 3 nations qui sont... Je dis pas qu'elles vont faire quart de finale de Coupe du Monde. Et pour le Nigeria, évidemment, c'est impossible. Mais tu regardes les quarts de finale des derniers mondiaux, par exemple. Et c'est des nations qui seraient totalement à leur place dans à ce niveau-là de la compétition. Je me souviens d'avoir fait un petit post en disant, franchement, tu vois, genre, je pense que c'était au moment de Nigeria-Maroc, peut-être, ou un truc comme ça, avant le match. Je disais, ça, pour moi, c'est un match qui ressemble à un quart de finale de Coupe du Monde. Et certains m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Le Nigeria, n'a jamais fait de quart de finale, n'est même pas à la Coupe du Monde, machin. Et je dis, ouais, mais quart de finale de Coupe du Monde, ça veut pas dire que c'est tout le temps les 8 meilleures nations qui y sont à chaque fois. Mais juste regarde les derniers quarts de finale de Coupe du Monde, regarde ce niveau d'adversité, ce niveau de qualité. Et aujourd'hui, avant le match Nigeria-Maroc, par exemple, tu voyais la meilleure attaque du tournoi, qui avait un style super tranchant. Lookman, Akor Adams, Osimhen avec Iwobi, Calvin Bassey, cet axe structurant super puissant. Et tu voyais le Maroc, s'ils étaient capables de faire à la pression, par exemple, qui en faisait une sélection moderne. Et bien sûr, le Sénégal sur toutes les dimensions du jeu. Du coup, je trouve que ça pour moi, ça a été la CAN, depuis que je suis la CAN, où j'ai vu le niveau de jeu maximum et les plafonds de jeu les plus élevés que j'ai jamais vus sur le continent. Ouais, et j'ai envie de rajouter à cela, franchement,
D'abord, j'ai envie de féliciter, tu vois, les Marocains pour leur organisation, parce que ça, je vais pas te mentir, sincèrement, entre nous, c'était une CAN qui a été très bien organisée au niveau structurel, tu vois. On peut parler au niveau ambiance, il y a pas mal de choses qui ont été dites au niveau ambiance et tout cela, mais après, c'est difficile de faire mieux que la Côte d'Ivoire en termes d'ambiance, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays déjà d'ambiance, tu vois. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'enjaillement, c'est le pays de la fête, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de facteurs, en fait, j'ai envie de dire, culturels qui font de telle sorte que, quand tu vas à Abidjan, tu vas pas à Abidjan d'habitude pour t'ennuyer, tu vas à Abidjan pour t'amuser, tu vois. Tu vas à Abidjan pour faire la fête et tout. Donc du coup, en termes d'ambiance et puis tout cela, bon, peut-être qu'il y a eu quelques comparatifs qui ont été faits à la dernière en Côte d'Ivoire, mais en termes d'organisation structurelle, franchement, pour avoir eu la chance, en plus de cela, d'être allé pour la demi-finale et la finale et d'avoir assisté à ces deux matchs-là et d'avoir fait les deux stades, celui de Tanger et celui, le stade Moulay Abdallah de Rabat, j'ai envie de dire que ouais, c'est sensationnel. Franchement, de très beaux stades, de très beaux stades. En fait, ça c'est des faits qu'il faut avouer. Et ça, moi, je l'ai dit automatiquement dès que je suis arrivé. J'ai regardé et j'ai dit, ok, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de faire quelques stades. Tu vois, j'en ai pas fait énormément, mais j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait le Vélodrome, j'ai fait St James Park, j'ai fait Wembley, j'ai fait Arsenal, j'ai fait l'Emirates, je sais même plus. J'ai fait quelques petits stades de Bollaert, machin, tu vois, à gauche et à droite. Mais ça là, c'est Bakou, non, en Bakou, Azerbaïdjan, j'ai si je dis fait pas de bêtises. Bakou en Azerbaïdjan, j'ai fait le Classico, les deux Classicos, j'ai fait Bernabéu, j'ai fait le Camp Nou. Tu regardes tous ces stades-là, je sais que tu as fait Anfield, machin, et puis j'en passe, t'en as fait plein. Donc Signal Iduna Park. c'est ça. À deux, on a quand même fait pas mal de stades dans le monde, mais j'ai envie de te dire que genre ces stades-là n'avaient absolument rien à envier aux stades que j'ai eu à faire. Mais au-delà de ça, ça se voit que c'est un pays qui se prépare très sérieusement pour la Coupe du Monde 2030, parce que franchement, organisationnellement parlant, en termes d'infrastructure et de structure, ils ont été top. Ils ont été absolument top. Il a passé son temps à pleuvoir et on a eu l'occasion de voir des Coupes d'Afrique des Nations où quand il pleuvait, ça il faut le dire, les frérots ils avaient des râteaux pour sortir de l'eau du terrain. Moi je me rappelle Guinée équatoriale 2017 et puis tout cela, il me semble, hein, Guinée équatoriale 2017, je pense Gabon 2015, ça avait été un peu compliqué, tu vois. Donc t'avais l'impression... Après ça, même à l'Euro, ça nous est arrivé aussi. Hein. En Allemagne 2024, je sais pas si tu te souviens, il y a un match qui a été arrêté pendant de longs moments et il y a de l'eau qui débordait absolument partout. Tu vois, ça arrive. Ah, donc c'est pour dire franchement que les Marocains là sur ce point-là ils ont fait un sans faute, tu vois. Sur ce point-là ils ont vraiment fait un sans faute. Et est-ce que c'est pas ça aussi qui a peut-être favorisé le beau jeu? Parce que on en a parlé au courant de la compétition en se disant finalement c'était une compétition qui à la fin il n'y a pas eu de grosses surprises en fait dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les grosses nations qui devaient faire une belle compétition, toutes les grosses nations qui avaient peut-être besoin d'un beau gazon pour pouvoir pratiquer leur football ont eu l'opportunité de le faire et ça nous a donné finalement à partir des quarts de finale, comme tu l'as dit, que du haut niveau. Que du haut niveau en fait. Le top du top, la crème de la crème du football africain et ça a beaucoup favorisé le spectacle. Ouais, je suis d'accord avec ça. Pré-tournoi, c'était aussi une de mes sensations, intuitions, c'est qu'avec des top stades, notamment celui de Rabat, le Prince Moulay Abdallah, qui est, comme je disais, pour moi, c'est un stade Coupe du Monde Qatar 2022, quoi. Il est ultra moderne, flambant neuf, magnifique. Et la qualité des pelouses, où on a vu effectivement sur certains matchs, c'était des billards absolus, comme on en avait peut-être moins vu à la CAN 2022 ou par le passé. Voilà, ça allait favoriser les sélections avec de la qualité technique, avec les meilleurs joueurs de la planète. Et c'est totalement ça qui s'est passé quand tu regardes les quarts de finale. C'est les 8 meilleures nations africaines qui étaient présentes à ce tournoi, qui étaient là en quart de finale. Donc ouais, franchement, pour moi, c'était la CAN de la maturité, c'était la CAN de la performance. C'était une bonne CAN 6 mois avant la Coupe du Monde, qui est vraiment te fait dire, en tout cas moi m'a fait dire, waouh, il y a des nations dans l'eau qui, franchement, ça va être dur mathématiquement. Il y a juste 4 nations qui vont en demi-finale de Coupe du Monde et il y en aura 48 sur cette Coupe du Monde. Donc c'est dur de faire un dernier carré de Coupe du Monde. Donc je ne vais pas là lever la main et dire il y aura une nation africaine comme en 2022 en demi-finale de Coupe du Monde. Mais c'est pas fou de le suggérer. Et ça, pour moi, cette CAN l'a montré. Maintenant, si on doit parler un peu des équipes qui ont déçu, parce qu'avant cette Coupe d'Afrique des Nations, on s'est amusés tous les deux à faire 24 joueurs pour 24... Oh, d'ailleurs, sur les 24 joueurs,
Moi, Maroc, j'avais dit Brahim Diaz. Toi, Sénégal, t'as dit Sadio Mané. Incroyable. Franchement, je pense que là-dessus, on s'est pas trompé. Ça, c'était beau. franchement, on s'est pas trompé. D'ailleurs, on peut même commencer directement, si tu veux, par cela. Moi, je t'avais dit, je me rappelle très bien dans la vidéo avant la Coupe d'Afrique des Nations, que la CAN du Sénégal dépend de Sadio Mané. Tout dépend de Sadio Mané parce que dans tous les cas de figure, il sera titulaire. Il était énormément critiqué avant cette Coupe d'Afrique des Nations ici au Sénégal. On avait vu les matchs de qualification, que ce soit pour la Coupe d'Afrique ou pour la Coupe du Monde. On avait vu un Sadio Mané, c'était un peu compliqué pour lui. On commençait déjà à parler de l'âge, de la gestion de son physique, de est-ce qu'il est capable aujourd'hui d'avoir autant de vivacité, de vitesse et d'impact comme il a eu à l'avoir dans le passé. Et pourtant, c'est un Sadio Mané qui vient de remporter sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations en étant pour la deuxième fois, encore une fois, meilleur joueur de la CAN qu'il a gagné. Il a tout simplement été sensationnel, franchement. Et je ne peux que souhaiter que les 6 prochains mois soit des mois, j'ai envie de dire, de calme, de paisibilité, de repos, tu vois, même s'il a des choses à gagner avec Al Nassr, parce qu'on aura besoin de ce Sadio Mané à ce niveau-là, à la Coupe du Monde, certainement pour sa dernière Coupe du Monde aux États-Unis, quoi. Franchement, la compétition de Sadio Mané, ce qui est assez fou, c'est effectivement le point de départ. Comme tu disais, je me souviens quand tu dis Sadio Mané, le joueur à suivre du Sénégal, c'est pas en mode parce que j'ai une confiance extraordinaire en lui, c'est plutôt parce qu'il a vraiment quelque chose à prouver. Est-ce que là, sur cette fin de carrière de Sadio Mané, il a encore, comme la même question qu'on pouvait poser par exemple sur Riyad Mahrez avec l'Algérie. Un peu le même truc, les deux sont sortis des championnats européens, ils sont les figures numéro 1 de leur sélection nationale, ils ont déjà amené leur sélection à des CAN, ils ont déjà été joueurs du continent, meilleurs joueurs africains. Est-ce qu'ils ont encore ça dans le réservoir ? Et clairement, Mané, il l'a montré de tellement de manières différentes, je trouve, sur ce tournoi. Il y a combien d'images est-ce que tu veux ressortir de Mané ? Pour moi, tu peux parler du but contre le Mali. Pas contre le Mali, contre l'Égypte. De demi-finale, la frappe qui t'envoie en finale de CAN, une des seules actions du match. Et quel geste de personnalité et de caractère. Sur la finale, bien sûr, le moment pour moi titanesque et mythologique on joue ce match, cette fin de match comme des hommes, parler à toutes les grandes figures du continent au bord de la pelouse. Je crois qu'il parle à El Hadji Diouf, Claude Leroy. Il y a cette sensation vraiment le conseil des sages et Sadio Mané tout en haut de la pyramide du continent africain qui ramène ses gars. Et bien sûr la fin qu'on connaît. Et même sur le but de Pape Gueye, le seul but de cette rencontre, le but qui donne un trophée, c'est lui qui fait la pression, c'est lui qui déclenche la course de pression sur El Ainaoui, c'est lui qui fait la petite remise semelle talonnade pour permettre à Idrissa Gueye d'avoir le ballon qui donne à Pape Gueye pour la projection. Cette même course de pression, ces mêmes courses de pression qu'il a fait dès le début de la phase d'élimination directe. Je me souviens le match contre le Soudan, pareil, beaucoup d'occasions qui sont venues pour le Sénégal de Sadio Mané en tant que déclencheur de pression. Et cette énergie, ce côté exemplaire, modèle, je vais être le capitaine et je vais avoir mon moment lumière typiquement en demi-finale contre l'Égypte, la frappe qui est le but splendide qui t'envoie en finale, mais je vais être aussi inspirant et le guide de mes coéquipiers en ayant cette attitude sans ballon qu'aujourd'hui même des superstars mondiales dans certains des plus grands clubs de la planète ont du mal à endosser comme costume. Là, Mané, il l'a endossé fièrement et son tournoi, c'est un tournoi, comme j'ai dit dans la vidéo d'après-match, pour moi, c'est un tournoi légendaire et il est devenu une des grandes figures, pas que du continent africain, mais de la dernière décennie footballistique. C'est un vrai gars qui compte dans l'histoire du foot, Sadio Mané. J'ai envie de dire, c'est un sans faute. C'est vraiment un sans faute, t'as absolument tout dit. Moi, j'ai cette image-là d'un Sadio Mané, du Sénégal gagne son premier match face au Botswana 3-0. Moi, je viens en vidéo, je me fâche. Peut-être que, comme j'avais dit, j'étais un des rares Sénégalais qui était fâché du début à la fin de la compétition. D'ailleurs, à ce titre, shout-out à Mélion, franchement, parce que j'en ai rencontré beaucoup après la finale à leur hôtel et il y en a beaucoup qui me l'ont dit, tu vois, notamment le capitaine Kalidou Koulibaly qui m'a dit, ouais, Stan, t'avais dit t'allais nous gronder jusqu'au 18 janvier. Finalement, tu l'as fait et nous aussi, on l'a fait, tu vois. Donc, ça montre à quel point ils étaient conscients de l'attente que nous, on avait, en fait, tu vois. On n'était pas là pour figurer, on n'était pas là pour être dernier carré, on était là absolument pour gagner. Et ça, Sadio Mané l'a montré dès le deuxième match face à la RD Congo, où on est mené au score. Et quand on égalise, t'as tout le monde qui a envie d'aller célébrer, mais Sadio, il veut pas célébrer, en fait. Il est en mode genre, allez-y, retournez et puis placez-vous, tu vois. Donc, t'avais déjà cette mentalité, cette envie-là de comme, c'est pas suffisant, on n'est pas là pour faire
faire des matchs nuls ou quoi que ce soit, on doit se gérer. Franchement, il est à saluer. Ça m'a fait penser à la fameuse interview d'après-match, après le deuxième match des finals gagnés de Kobe Bryant. Tu sais, job's not done. Pourquoi est-ce que je serais... Why should I be happy? You're up 2-0, 2-0. 2-0, job's not done. Is the job done? No, job's not done. Et il a été dans cet état d'esprit tout au long de la compétition. Vrai leader, je veux dire, et que tu peux pas poser un meilleur mot sur ce Sadio Mané-là que leader total de son pays. Et ça a été... franchement, ça donne des frissons juste d'en parler. C'était magnifique. Est-ce que ça prend pas de l'expérience aussi? À un moment donné, je me dis, tu vois, quand je regarde le déroulement de cette compétition, et là, on parle de ces deux joueurs-là que nous, on avait choisis avant la compète comme étant des joueurs phares de leur équipe. Là, j'ai envie de parler un peu de Brahim Diaz, finalement, qui lui aussi a été le leader qu'on attendait, tu vois. Mais le leader technique que l'on attendait, tu vois. Je pense qu'être un leader émotionnel, des fois, cette compétition nous a montré que ça prend du temps. Ça prend du temps dans une carrière pour être un leader émotionnel. Est-ce que c'est tout le monde qui est capable d'être automatiquement un leader émotionnel dans une équipe dès le plus jeune âge, dès le plus bas âge, pardon, ou avec peut-être le peu d'expérience possible dans cette équipe-là? Peut-être c'est un peu plus compliqué. Parce que Brahim, je trouve que techniquement parlant, ça a été vraiment le meilleur Marocain. Dans une compétition où les Marocains arrivent avec un Achraf Hakimi, malheureusement, qui a été blessé. Et on l'a vu, en fait, il a jamais retrouvé vraiment 100% de son niveau. Parce qu'on connaît Achraf, en fait. On sait ce dont il est capable. On a vu Achraf la saison passée. Je pense qu'à part Federico Valverde, il n'y avait aucun joueur qui avait joué plus de minutes que Achraf Hakimi. Il avait enchaîné toutes les compétitions. Il sortait en plus de ça, je pense, des Jeux Olympiques en 2024. C'est-à-dire que l'enchaînement de Achraf Hakimi, quand il arrive finalement et qu'il est blessé, c'est un peu dommage. Et derrière, il fallait que quelqu'un prenne ce relais-là. Et celui qui a pris le relais, ça a été Brahim Diaz. Pour une première Coupe d'Afrique des Nations, pour quelqu'un que je peux considérer, je peux le dire souvent, on a l'habitude de dire en Afrique, on a cette phrase-là en disant, est-ce que tu connais l'Afrique? Est-ce que tu connais l'Afrique? Pour jouer en Afrique, il faut connaître l'Afrique. Il faut connaître l'Afrique avec ses secrets, avec, j'ai envie de dire, avec un peu ses vices, sa manière d'être et tout. Mais Brahim, il est venu et automatiquement, il a complètement explosé. Et ça, il nous l'a montré dès le premier match. Il a tout simplement été sensationnel. Moi, si j'enlève le fait que oui, il y a eu cette Panenka ratée là en finale, ben, j'ai envie de dire que Brahim Diaz, franchement, il n'a pas démérité. Et j'espère vivement que ça va pas trop l'affecter mentalement et que derrière, les Marocains seront capables de s'allier autour de lui parce qu'ils auront besoin d'un Brahim Diaz à ce niveau-là et même encore beaucoup plus fort à la Coupe du Monde. Ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Ah là là, le tournoi de Brahim Diaz, c'est une des choses les plus enfin, c'est un vrai défi analytique pour nous qui parlons de foot. Comment est-ce que tu réconcilies ce qu'il a fait pendant 6 matchs jusqu'à la finale et ensuite ce geste? C'est ça que je trouvais absolument extraordinaire dans l'écriture, le script de cette finale. Le script, il est méchant. Comment est-ce que tu passes du héros au villain, le méchant de l'histoire, aussi vite? Et du coup, il y a juste 1 million de choses à dire sur Brahim Diaz. Peut-être là où je commencerai, parce qu'on a tous vu le tournoi, on a tous vu la qualité technique, on a tous vu même contre le Nigeria, où ça commence à s'estomper, notamment autour de l'heure de jeu. Même ça, à la 9e minute, il a une frappe extérieure de surface, qu'il a réussi à se créer, un angle de frappe. Celle-là, elle est à rien de filer dans le petit filet de Noah Bali. Et tu dis... Donc même ce match, je ne sais pas si je peux vraiment l'enlever de son tournoi. Et après, la finale, c'est hyper intéressant. Il y a à la fois le fait que le Maroc un peu en entier passe à travers de cette finale. Il y a aussi l'association avec Achraf Hakimi que tu peux espérer meilleur pour la Coupe du Monde. Et après, j'ai aussi des trucs à dire sur cette finale spécifiquement et son déroulé et des moments qui sont peut-être des moments pivots de cette finale où peut-être ça tourne différemment. Comme par exemple, je pense, c'est un truc débile, mais tu vois la blessure de Del Ainaoui quand il se pète l'arcade là et qui reste au sol pendant 10 minutes. À ce moment-là du match, si on se souvient, le Maroc vient d'enchaîner 3-4 mouvements très dangereux, vient de gagner 2-3 corners. C'est le moment où il y a El Kaabi qui a cette frappe qui est là peut-être une des deux meilleures occasions du match avec celle d'Iliman Ndiaye en première période. Incroyable. Celle-là, elle est méga dangereuse. Il commence à y avoir des 3 contre 2 qui sont générés dans le côté d'Achraf Hakimi et de plus en plus de situations dangereuses pour le Maroc. C'est le moment où le Maroc est en train de, pour moi, reprendre le contrôle de la partie. Et là, sur le contact avec Aladji Malick Diouf,
Neil El Ainaoui se pète l'arcade, reste 10 minutes au sol et tout ce temps fort disparaît. On ne sait pas ce qui serait passé derrière. Ça se trouve, ils encaissent un but sur le corner, sur la transition défensive et c'est toujours difficile de raisonner avec le contrefactuel. Mais à ce moment-là, je vois un moment pivot du match et Hakimi était de mieux en mieux aussi dans ce moment-là du match. Sur Hakimi, c'est intéressant aussi d'évaluer son tournoi parce que je me demande s'il n'y a pas un truc c'est vrai qu'on l'a senti pas tout à fait à 100%. On a aussi vu des actions, par exemple, le but contre la Tanzanie, le but de Brahim Diaz, où il fait l'enchaînement, balle gardien, le gardien se trouve un petit peu, c'est le but en huitième de finale pour que le Maroc gagne 1-0. C'est Hakimi à la base qui crée le dépassement, qui donne le ballon extérieur dans le demi-espace bien donné, etc. Et je me demande s'il n'y a pas un truc avec Achraf Hakimi où, ouais, il n'était pas à 100%, et ok, on peut s'attendre à plus d'un mec qui termine top 5 Ballon d'Or, peut-être qu'on aurait dû finir plus haut, etc. Mais je me demande aussi si on commence pas à toucher là aux limites du poste de latéral. Hakimi en plus, c'est un latéral avec énormément de projections, mais c'est un vrai joueur de côté quand même. Et tu vois, les grandes, plutôt certaines sélections nationales, je sais pas, genre européennes que tu vois à l'Euro, par exemple l'Autriche de David Alaba, elle faisait pas jouer Alaba latéral gauche. Et tu vois certaines de ces sélections, je sais pas, à un moment l'Écosse de Robertson et Tierney, tu trouves des manières de les faire jouer les deux ensemble sur le terrain, etc. Et on a vu des sélections avec leur meilleur joueur, c'est leur latéral, chercher à le mettre dans une position en fait plus axiale pour juste qu'il ait plus d'influence et qu'il puisse pas être sorti du match ou qu'il n'existe pas qu'une seule fois sur 3 parce que tu joues sur ton côté droit peut-être une seule fois sur 3. Enfin, c'est mal dit, mais en gros, je me demande si là, peut-être tu touches pas aux limites du poste de latéral, peut-être. C'est que ton meilleur joueur, si ton meilleur joueur, c'est ton latéral, moi, je préférerais que mon meilleur joueur, si je construis une équipe de A à Z, je préférerais que mon meilleur joueur, ce soit un milieu central. Et après, je préférerais que ce soit un 9. Et après, je préférerais peut-être que ce soit un défenseur central, et ainsi de suite. Mais latéral, peut-être tu commences à toucher un petit peu aux limites de ça. Et après, sur Brahim, je donne tout un petit peu pêle-mêle comme ça, c'est ce qui me vient en tête comme ça. Mais sur Brahim, franchement, c'est sur le geste, on pourrait en débattre pendant des heures. Mais attends, mais qu'est-ce qui t'amène en fait, concrètement à ce stade-là? Parce que moi, j'ai revu des images, maintenant qu'on est un peu à froid, tranquille et tout. Moi, j'ai revu des images qui datent de 2017, là. Brahim, ça fait longtemps, c'est un bandit, en fait. Brahim, depuis l'Euro U17, je sais pas, il fait déjà faisait déjà des panenka. L'impression que voilà, c'est son geste. Brahim, il est gaucher, hein. Il frappe pied droit aussi. Quand j'ai vu ça, je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'il a l'habitude de frapper pied droit, alors que c'est un gaucher? Il tente une panenka, la panenka, bon, on peut considérer qu'elle est ratée à la minute où la panenka, elle est arrêtée. Elle est toujours ratée, en fait, tu vois. Parce que si le gardien, il anticipe sur un côté, bon, c'est fini, quelle que soit la hauteur de la panenka, on va dire, ouais, elle était pas puissante, mais elle est passée, tu vois. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui peut passer dans la tête de Brahim Diaz pour qu'il décide de mettre une panenka? Est-ce que réellement, c'est ces 10 minutes de chamboulement qui se sont passées, ces 10-15 minutes de chamboulement qui sont passées, qui l'ont poussé à changer son idée? Ou est-ce que dès le début, il a déjà cette idée-là de dire que moi, en finale, est-ce que c'est pas un rêve de gosse? On a des rêves de gosse, hein, en disant que, je sais pas, toi, tu es un grand fan de basket, peut-être c'est la dernière possession, peut-être que le mieux c'est que tu ailles courir au panier et que tu assures un bon jumper là, tu vois, mid-range et puis tout, mais toi peut-être que dans ta tête tu t'es toujours dit que moi je vais claquer le 3 points alors que peut-être que c'était pas nécessaire, genre pourquoi est-ce que tu fais ça? Frappe le ballon frérot, frappe le ballon. À ce moment-là tu aurais pu nous tuer. Moi je vais pas te mentir, on est en tribune, entouré de Marocains, mon stress il est, d'habitude on dit il est là. Moi, il était même pas là. Il était en face de moi, le stress. Il est sorti de mon corps. J'avais 2 corps là. J'avais un corps là. Je me voyais moi-même en me disant c'est fini, c'est mort. Je me suis dit, il y a aucune chance que Brahim ne va pas marquer ce penalty là parce que c'était comme ça. C'est écrit, I guess, pour les Marocains. Il va claquer ce penalty. Il vient faire cette bêtise là. J'ai vu que dans le vestiaire du Maroc, apparemment, de ce qu'on nous a dit, il y a pas mal de vétérans peut-être qui lui en veulent un peu. C'est normal, c'est des sportifs. Ça, je pense ils vont pas lui en vouloir toute leur vie, hein. Ils vont vouloir peut-être un tout petit peu. Il y avait d'autres joueurs sur le terrain aussi qui peut-être émotionnellement auraient pu être plus calmes et plus posés et plus expérimentés pour frapper ce penalty. Mazraoui aurait pu le faire. Achraf Hakimi, je comprends pas pourquoi il frappe pas. En-Nesyri, c'est un attaquant, c'est un numéro 9, il a l'habitude de frapper les penaltys, il aurait pu frapper. C'est Brahim qui va chercher son penalty, qui demande son penalty, qui crie pour son penalty et qui rate son penalty. Ouais, le scénario, franchement, c'est là où tu vois que, comme tu dis, le script, et je pense que Regragui, c'est ce qu'il a dit, un script un peu à la Hitchcock, le script, il est cruel. Franchement, le script, à froid comme ça, là, j'y repense et je me demande, Brahim,
quand il est rentré à l'hôtel, est-ce qu'il a dormi? Jusqu'à aujourd'hui, je dis, Brahim, comment il vit ça en fait? Moi, si j'étais Brahim, jusqu'à maintenant, j'aurais pas faim. Franchement, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'aurait bugué dans la tête parce que c'était la première en 50 ans là. C'était maintenant ou jamais, tu vois. Sur la Panenka, je pense que tu peux aller il y a tout un spectre d'explications et tu peux aller de la plus magnanime, la plus sympa envers Brahim, qui la dédouane le plus, à la plus culpabilisante et la plus extrême. Et honnêtement, je peux entendre quasiment toutes les explications. Si on commence du moins sévère, on peut dire déjà un Marocain qui marque un penalty victorieux, décisif dans un grand moment du foot marocain et c'est une Panenka, c'est arrivé il y a 4 ans. C'était Coupe du Monde au Qatar. Hakimi, si on s'en souvient, il a sorti un penalty. Le penalty décisif de la séance contre l'Espagne, c'était quoi comme penalty? Et à ce moment-là, on n'a rien dit parce que c'est réussi. Et même, c'était un grand moment. Et c'était beau et c'était fort. Belle célébration aussi. Et bon, voilà, et le pingouin, et ça montre toute l'ambivalence qu'on a sur ce geste où quand tu le réussis, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est beau, c'est fort, le calme, la sérénité, et quand tu le rates, t'es le pire criminel. Et bon, ça forcément, moi en tant qu'observateur, tu vois, un tant soit peu objectif de la situation, je trouve ça dur d'être aussi tranché, alors que tu sais que dans l'autre sens, tu l'aurais porté au 7e ciel et t'aurais trouvé le geste magnifique. Il y a un petit peu d'hypocrisie entre guillemets sur ça. Donc ça, c'est la première manière d'être moins sévère avec lui. La deuxième manière, c'est peut-être de dire, ouais, déjà, pourquoi est-ce que c'est lui qui le tire alors que quelques jours plus tôt, tu as une séance de tir au but où il est sorti avant la séance et tu as des mecs qui viennent de réussir leur penalty en séance contre le Nigeria. Effectivement, Hakimi, effectivement, En-Nesyri qui met le penalty décisif de la séance et qui, je pense, à ce moment-là, est en train de jouer. Oui, il joue. Il joue. Je pense, ouais. Il joue. Donc effectivement, pourquoi c'est pas lui qui tire et donc là, il y a peut-être un problème. Maintenant, moi, là où j'ai... Même le petit, excuse-moi de te le dire, même le petit Ainaoui, parce que c'est lui qui frappe le premier penalty face au Nigeria. Le premier. Moi, ça me choque. Et un très bon penalty. Ça me choque, en fait. Je me dis, de tous les Marocains, des 42 millions de Marocains, plus les 28 que Regragui l'a amené, c'est Ainaoui qui va frapper le premier face au Nigeria. Ouais, bang, il claque le penalty, tu vois. En même temps, crack, c'est une des histoires de la compète. Incroyable. El Ainaoui, il a été spectaculaire. Et après, il y a un point d'explication un petit peu intermédiaire aussi, c'est de dire, peut-être que alors je pense pas que ce soit 100% de l'explication. Si tu demandais à Brahim honnêtement avec le détecteur à mensonges pourquoi t'as tiré la Panenka, je pense qu'il y a une partie de l'explication qui est, je considère que c'est le geste technique qui va permettre, c'est un des gestes techniques qui va permettre de battre Edouard Mendy. C'est peut-être à ce moment-là du match la chose à laquelle le gardien s'attend pas. Après 10 minutes d'interruption pour gagner une coupe, je veux dire, Zidane a marqué un penalty en Panenka en finale de Coupe du Monde aussi. Certes, c'était contre Buffon, son ancien coéquipier, il y avait un petit peu de ça, etc. Mais peut-être qu'il se dit, c'est le geste technique qui va avoir plus de chance qu'un penalty que peut-être j'ai pas l'énergie pour l'attirer en pleine lucarne. Le penalty qui, lui, rentre 100% du temps en pleine lucarne, mais qui est difficile, que tu peux rater. Le penalty à ras de terre, contre-pied, lui, il est plus sécurisant, tu vas pas le mettre hors cadre, mais par contre, le gardien peut plus l'arrêter. Peut-être au bout du bout, c'est la bonne solution. Et là où je suis un petit peu d'accord peut-être avec ça, c'est que ça peut s'entendre, et je trouve qu'il est mal tiré. Au-delà du fait que ce soit une Panenka, c'est une Panenka, si tu la passes au ralenti, il donne trop l'indication. Il télégraphe trop que ça va être une Panenka, il ralentit trop vite sa course. Et d'ailleurs, tu vois, parfois il y a des gardiens qui arrêtent des Panenka, ils sont restés droits comme un I pendant toute la frappe. Alors, Edouard Mendy, il tombe. Il part. Il était parti. Ouais, il était parti. Il est un peu parti et il revient. Donc ça, pour moi, ça donne l'indication que le geste est techniquement raté. Donc, à partir de ce moment-là, si t'es pas capable de réussir une Panenka, peut-être que t'es pas très fort dans l'exercice même technique de la Panenka. Alors là, c'est pas le moment pour la tenter. Et alors là, il faut aller sur... Si tu tentes une Panenka, tu sais que t'es un expert des Panenka, tu sais super bien tirer le Panenka. C'est comme le penalty Jorginho. Si tu tires le penalty Jorginho, tu t'es déjà entraîné pour le faire à l'entraînement. Tu sais comment le tirer, ce penalty sauté, etc. Donc ça, c'est une partie de l'explication. Et après, on peut aller sur la sévérité beaucoup plus marquée et dire... C'était de l'ego, c'était de la flatterie, c'était vouloir rentrer tout de suite dans la grande histoire, mais encore plus, et quelque part c'est un peu prétentieux je trouve, c'est dire moi j'arrive pour ce tournoi et directement en ayant été le MVP du tournoi, je mets une Panenka en finale, je trouve ça un peu limite, et c'est un petit peu dans la continuité aussi de la dimension
peut-être narguer un petit peu l'équipe adverse, tu vois. Il y a eu tellement de contestations, le Sénégal est rentré au vestiaire pendant 10 minutes, il y a eu une attitude de contestation par rapport à ce penalty, et moi, en plus d'avoir provoqué ce penalty, parce que c'est Brahim lui-même qui le provoque sur le corner, où je trouve d'ailleurs que c'est très limite, je trouve qu'il tombe très bien, et qu'après, en demandant la VAR aussi, de manière aussi insistante, ça se voit qu'il sait comment faire pour que cette situation, elle se transforme, qu'il y ait le temps de pause suffisant pour qu'on appelle effectivement l'oreillette, etc. Ils ont dit que c'est... Tout ça, il l'a bien fait. Attends, ils ont dit que c'est un joueur du Real. Ils ont dit que si c'était un joueur d'un autre club, il serait pas fort. Les gars du Real sont très forts. Écoute, moi, je suis pas allé jusque-là, mais c'est vrai que quand des gens l'ont dit, je trouvais ça pas bête. Par contre, j'ai pensé tout de suite, c'est un joueur Ligue des Champions. Ouais, c'est un joueur foot européen des 5 championnats majeurs. Cette utilisation de la VAR, il sait comment l'avoir. Et c'est vrai, nous, maintenant, ça fait 7 ans et demi que la VAR, elle existe, depuis la Coupe du Monde 2018 et tout. On voit comment tu peux avoir la VAR et on voit comment tu peux ne pas avoir la VAR. Si après une action, tu demandes un peu rien, tu vois, tu te désengages un petit peu du truc et t'es pas en train de protester de manière véhémente auprès de l'arbitre, ça, en vrai, ça réduit tes chances d'avoir la VAR. À l'inverse, tu milites comme un malade, t'empêches le 6 mètres d'être joué. Bah, déjà, on commence à appeler, et tu sais que quand on commence à appeler, et que quand on amplifie le contact 10 fois, pour moi, il n'y avait pas pénalty sur cette action. Okay. Et pour moi, non seulement c'est un pénalty que tu donnes jamais sur la dernière minute d'une finale continentale, enfin, faut pas abuser, il y a des standards qui sont élevés. Et dans cette CAN, la barre était haute pour donner un penalty. C'était une barre élevée que d'ailleurs c'est quelque chose que j'espère revoir dans le monde du foot en général, notamment sur la Coupe du Monde, en Ligue des Champions. J'aime bien quand la barre elle est élevée pour donner un penalty. Jusque-là elle était élevée, mais alors là ils ont craqué totalement. Tu la donnes pas, certainement pas, tu donnes pas un penalty comme ça à ce moment-là du match, etc. Mais en plus honnêtement, c'est des penaltys. Nous on regarde le foot depuis 2 décennies maintenant. Honnêtement c'est des penaltys, ça c'est un contact dans la surface. 95% du temps, c'est pas assez pour donner penalty. Ouais. Donc Brahim l'a bien manufacturé ce penalty et après il l'a demandé et après il a un petit peu chouiné et après machin et la Panenka en plus, je trouve que c'était très très insolent, un peu arrogant, et ça c'est la lecture la plus sévère que je peux faire de ouais, non, c'est un peu dommage. Et puis même ce que tu as dit là, c'est parfaitement vrai en fait. C'est qu'ils ont mis un niveau sur les pénaux durant la compète qu'après tu peux pas venir siffler pénaux sur ça en finale. Et il y a eu 2 occasions en plus de cela face au Maroc. Dans d'ailleurs une qui a valu apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, une suspension même à Samuel Eto'o. Si tu as eu l'opportunité, mais je sais que tu as eu l'opportunité de le voir, c'est Massina qui a eu 2 fois à échapper. La première fois, je pense, c'est face à la Tanzanie. Il y a juste à la toute fin de la rencontre, il y a ce coude-là sur le dos du frérot tanzanien. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire qu'il y a penalty, il n'y a pas penalty, en tout cas sur le banc? Non, pour moi, pas du tout. D'accord. Donc, ce qui veut dire que mais il y a contact là-bas. On est d'accord qu'il y a quelque chose, il y a un fait de jeu. Le gars, il tombe pas tout seul. Mais il se laisse tomber. Il se laisse tomber. En fait, il interrompt, genre au bas du corps, il plante les appuis pour que la moindre charge, enfin tu vois, si tu t'arrêtes de marcher d'un coup et que tu me pousses, je vais tomber. Enfin, il fait exprès d'interrompre sa course brutalement pour pouvoir tomber. Et pour moi, c'est jamais de la vie il y a penalty sur l'action de la Tanzanie, mais je donne pas non plus penalty en finale. Est-ce que tu donnes donc du coup moi sur cette action-là, je suis d'accord parce que à froid quand je regarde encore, je me dis bon vas-y, il a échappé. On aurait pu peut-être aller à la VAR. Ils sont pas allés à la VAR du tout. Ils sont restés sur le on-field decision de l'arbitre qui était pas de penalty. Et puis on est passé à autre chose. Après il y a le Cameroun. Juste, je t'interromps un truc, Stan. Oublie pas et oublions pas, et je trouve qu'on l'a totalement oublié comme gens qui sont en train de suivre le foot, qu'à la base, la VAR c'est censé réparer une erreur manifeste. Ça, c'est vrai. Genre, il faut que la VAR appelle quand on dit qu'il y a une vraie erreur. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a totalement oublié ce truc. D'ailleurs, qui était une des premières conditions qu'on avait posées sur la VAR. Maintenant, t'as l'impression, on l'appelle tout le temps, il faut l'appeler tout le temps. Bref, parce que maintenant on s'est dit, c'est parce que maintenant on s'est dit que en fait, si l'action, si la finalité de l'action a une influence qui peut être énorme sur le match, et là on parle souvent de faute dans la surface de réparation et donc de penalty, erreur manifeste ou pas de l'arbitre, nous j'ai envie de dire que d'un point de vue spectateur, effectivement, avec le temps, depuis 7 ans maintenant que la VAR elle existe, on s'en fout en fait de l'erreur manifeste de l'arbitre. Nous c'est ce qu'on a vu, on se demande mais va vérifier, va revoir. En fait, c'est même plus une erreur manifeste, la VAR c'est devenu un double checking, devenu genre double check ce que toi, tu as décidé réellement sur le terrain. Ça m'amène à ce match-là, quart de finale face au Cameroun. Bryan Mbeumo rentre dans la surface de réparation.
il y a contact avec Massina. À ce moment-là, est-ce que tu peux siffler penalty ou pas? Est-ce que la VAR peut intervenir ou pas? Là, encore une fois, il n'y a pas eu d'intervention. Donc, du coup, il y a quand même eu quelques actions litigieuses qui se sont passées durant cette compétition que, si tu regardes bien, on n'est pas allé à la VAR, on n'a pas double-check, on n'a pas vérifié. Ouais. Donc, quand l'action de Brahim Diaz, elle arrive et que moi, je la revois au ralenti le lendemain, après la finale, parce qu'au stade, on n'a pas eu l'opportunité de voir le ralenti, moi, je suis du même accord que toi, j'ai envie de dire c'est sifflable parce qu'il joue bien le coup, en fait. C'est sifflable parce qu'il joue bien le coup. Je dis pas c'est sifflable parce qu'il y a une faute, non, c'est sifflable parce que tu sens que Brahim joue bien le coup, il le joue intelligemment et il tombe intelligemment. Maintenant, ce qui amène tout ce problème-là, et ça j'ai envie d'avoir un peu ton avis là-dessus, c'est que quelques minutes plus tôt, je suis désolé, tu peux pas siffler faute sur Achraf Hakimi. Ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Le contact entre Abdoulaye Seck et puis Achraf Hakimi. Et après, le problème, c'est qu'une fois qu'il a sifflé, comme on sait, tu peux pas revenir à la VAR parce qu'il a sifflé, voilà. Mais je suis d'accord que c'était une erreur de siffler. Il a sifflé beaucoup trop tôt. Et normalement, sur ces actions, tu sais, comme je disais dans mon débrief, parfois on donne, il y a un mec qui part 1 mètre hors jeu, mais on laisse quand même l'action se dérouler parce qu'on sait jamais. Il faudrait surtout pas retirer une action qui a une potentiellement qui va au but. Et là, genre sur un corner où c'est méga dangereux, tu siffles immédiatement, c'était beaucoup trop tôt. Et du coup, pour moi, c'est vraiment 2 erreurs arbitrales coup sur coup qui sont genre dans les dernières minutes de la compétition. C'était vraiment terrible. Ça nous amène donc du coup à ce moment, à cet événement-là où finalement j'ai envie d'avoir ton point de vue extérieur. Moi, j'ai un point de vue biaisé anyway, c'est ce que les gens vont dire quoi qu'il arrive. À chaud, moi quand je vois l'action, je comprends pas. Déjà, quand il annule le but des tribunes, je vois pas qu'il a sifflé. Donc moi dans ma tête, je comprends pas. Je me dis mais il se fout de nous quoi. Genre va à la VAR, va vérifier ton action. Et c'est après qu'il y a un Marocain à côté qui me dit non, c'est parce qu'il a sifflé. Je dis bah, s'il a sifflé en fait, il se fout de nous l'arbitre en fait. Je dis tu peux pas siffler une action qui est en plein cours de jeu. Le nombre d'actions qu'on voit où on siffle le hors-jeu 15 secondes après que nous tous on sait qu'il y a hors-jeu, il y a une raison derrière, c'est pour être sûr que on évite cette erreur manifeste là en fait, tu vois. Donc du coup évidemment il y a cette occasion-là, il y a ce but de Ismaïla Sarr, il y a le penalty sur Brahim Diaz 2 minutes plus tard, et après, il y a cette réaction du banc du Sénégal. Comment est-ce que toi, tu la prends, cette réaction-là? Moi, j'ai envie d'avoir ton point de vue à toi. Parce que moi, personnellement, et ça, j'en ai parlé dans ma vidéo, et ça, je l'ai dit, il y a un contexte à tout. Donc, pour moi, la réaction est explicable dans son contexte en tant que tel. Mais si j'y vais à froid, et j'ai même vu sa publication sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le coach peut-être dans ses émotions. Voilà, pris par les émotions, Pape Thiaw n'aurait pas dû peut-être réagir comme ça en demandant à ses joueurs de sortir du terrain. Parce que ça, franchement, je vais pas te mentir, en fait, nous, au Sénégal, on aime bien mettre les précédents. C'est nous, on fait toujours les précédents. C'est nous, on a joué un match de qualification de Coupe du Monde pour la Coupe du Monde 2018 face à l'Afrique du Sud. L'arbitre nous a volé dans ce match-là, je m'en rappelle très bien. Il a sifflé un penalty totalement inexistant. Ce match-là avait fait de telle sorte que le Sénégal pouvait ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde. On a fait un gros recours. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, si on a des avocats, tu vois, ça c'est pour tous les gens qui sont en train de dire, ouais, le Sénégal va peut-être être, je sais pas quoi, disqualifié de jeu. Calmez-vous. On a des gros avocats. On avait fait un gros recours et tout cela. Et finalement, c'est le seul match de l'histoire du football en qualification qui a été rejoué parce que l'arbitre a été jugé comme étant corrompu. Je mets ça de côté. Donc du coup, on a encore mis là un nouveau précédent. On a encore mis un nouveau précédent, franchement. C'est jurisprudence qui commence maintenant. Comment tu prends ça en fait? Genre, qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que, en tant que toi qui as joué au football, qui a fait du sport, qui a fait tout ça, est-ce que tu peux comprendre l'attitude des gars sur le terrain? Moi, personnellement, intérieurement, je peux la comprendre, même si tu peux peut-être ne pas la cautionner. Je vais dire, moi, objectivement, devant ma télé, sur le moment, ça m'a pas choqué. Et c'est devenu acceptable, je trouve, comme posture, à partir du moment où tu es quand même relativement vite revenu. Par contre, rester dans les vestiaires 30 minutes, non, là, j'aurais trouvé que c'était trop. Et tu vois, menacer vraiment que vous êtes vite revenu, ça a duré moins de 10 minutes. Donc c'est quand même genre un moment fort, on va pas se mentir, sortir du terrain pour contester la décision arbitrale. Heureusement que c'est pas fait à chaque fois que quelqu'un est en désaccord avec une décision arbitrale. Moi j'attends le prochain classico, mon gars, j'attends le prochain classico. Voilà, sinon on s'en sort plus. Mais le fait que ce soit un moment aussi important, c'est littéralement la dernière seconde, la dernière minute d'un tournoi, c'est 2 décisions vraiment mauvaises qui viennent d'être prises coup sur coup. Je comprends totalement la réaction, et comme ça c'est pas éternisé,
Genre, comme je te dis, comme ça n'a pas duré 1 heure, comme il n'y a pas eu possibilité vraiment d'abandon de match, que cette perspective. J'ai pensé à un moment, je me suis dit, putain, mais est-ce qu'ils sont prêts à même perdre la finale tu sais, avec le penalty tiré dans le vide, Ouais, comme moi je tu vois pensais que c'est parfois ça. Oui. des équipes qui reviennent pas sur le terrain, coup d'envoi, le mec va marquer, l'arbitre siffle la fin du match. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça? Si vous aviez fait ça, j'aurais condamné. Si vous étiez resté 1 heure dans les vestiaires, j'aurais condamné. Comme vous revenez assez vite et que finalement, comme impulsé par le comportement de Sadio Mané, vous êtes prêt à potentiellement perdre comme des hommes, je trouve que ça va. Et c'était un petit peu ma sensation sur le truc. Je dirais quand même que d'où est-ce que ça vient, ça? D'où est-ce qu'elle vient, cette réaction? Je pense qu'elle est à 80% justifiée par le fait que ces 2 décisions catastrophiques qui sont prises coup sur coup dans la dernière minute d'une finale de Coupe continentale. Mais je trouve qu'à 20%, ça vient aussi d'un certain sentiment d'injustice latent ou une certaine volonté de voir cette CAN comme étant pipée depuis le début. Et il y a eu tellement de commentaires, je trouve, sur les décisions favorables, arbitrales pour le Maroc, etc. Une sorte de discours qui a été mis en place de genre corruption autour de cette CAN, que lui, je trouvais toxique, parce que je vais pas te mentir, je le trouvais faux. Je voyais certaines décisions arbitrales où ça dit le Maroc est favorisé, machin, genre le penalty pour la Tanzanie. Pour moi, si tu as suivi le foot un petit peu 15 ans, tu sais que ça, jamais ça doit faire penalty. Et ensuite, il y avait des moments où alors il y a des décisions peut-être 50-50 sur certains matchs qui ont tourné pour le Maroc, tu sais, genre des contacts. Mais moi, la au milieu de seule, terrain, franchement, machin. je vais pas te Et mentir, après, la seule pour moi, depuis le début de la compétition, où je suis pas d'accord, c'est le penalty sur Bryan Mbeumo. Pour moi, Maroc-Cameroun, il y a péno sur Bryan Mbeumo. Ça, c'est un truc, Ouais, moi, c'est la et seule, alors, en fait. du coup, C'est la seule. Et j'ai le- envie de dire, sur 100 Mais- décisions, s'il y en a une, mais elle est grosse, en fait, tu vois. Et en plus de ça, il y a Samuel Eto'o derrière qui va dans les vestiaires et qui dit, si on vous parle de penalty, si on vous parle de fait de match, ne dites rien, tout ça. Tu sens ce qu'il veut imply. Mais pourquoi est-ce que Mbeumo il est pas il n'est pas allé demander ça, je suis comme un d'accord, taré? ça, Pour moi, tu vois, ça vrai. pour moi c'est la différence entre C'est Brahim vrai. Diaz sur le où il y a pas penalty et Mbeumo sur Massina. Pour moi, il y a beaucoup plus penalty, je crois que je l'ai dit dans mon débrief, je fais franchement les gars, pour moi c'est une action. Celle-là, je comprends pas qu'elle soit allée à la VAR. Et si c'est moi, je pense en vrai que je donne penalty dans ce match. Genre, et Mbeumo, il a rien demandé. Et les Camerounais, Non. ils sont pas allés demander. Et ça, pour moi, c'était. Enfin, c'est horrible de dire que c'est de leur faute. Mais en vrai, s'ils poussent comme Brahim Diaz, je pense que ça va à la VAR. Après, dans ce match, le Maroc Ça, c'est était vrai infiniment aussi. supérieur Ça, c'est vrai. au Cameroun. Ils les ont démontés de A à Z. Je pense qu'il y avait cette frustration-là aussi pour certains. Et j'ai vu, pour finir sur le truc de l'arbitrage, j'ai vu sur certains matchs des moments où les adversaires ont pris la mouche contre le Maroc et se sont mis à contester toutes les décisions arbitrales, absolument toutes jusqu'à la fin du match, comme si c'était une injustice à chaque fois. Et ils se sont mis dans leur propre tête qu'ils étaient en train de se faire voler, alors que les décisions, tu les voyais ensuite au ralenti. Bah oui, mec, désolé, il n'y a pas touche pour toi. Là, c'est toi qui l'as touché en dernier. Bah non, là, il n'y a pas faute. Le tacle, il est propre. Ou là, si, il y a faute. Tu l'as pris par derrière. Tu as un peu touché le ballon, mais tu l'as pris par derrière. Et il commençait à y avoir une forme de paranoïa qui s'est installée. Et cette paranoïa, on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Et ce discours, on l'a vu beaucoup sur les réseaux et un petit peu de partout. Et je pense qu'il a un petit peu envenimé aussi cette fin de rencontre contre le Sénégal. S'il n'y a pas tout ce build-up un peu narratif de l'arbitrage est en faveur du Maroc depuis le début de la compète, je sais pas si vous passez 10 minutes au vestiaire, si vous rentrez, si vous arrêtez. Peut-être que ça a joué aussi en partie, mais honnêtement, moi je suis prêt à l'exclure et à l'enlever et dire sur la décision, sur ces 2 décisions cumulées de temps additionnel, de finale de CAN, une finale méga serrée qui se joue à ça. C'est pas un match où t'es surdominé dans un sens ou dans l'autre. Mais 50-50 en possession de balle à la fin du match. Franchement, tu peux pas faire meilleur, je pense, en termes de football et en termes d'équilibre que cela. Et même en termes d'émotion. Moi, je vais pas te mentir. Tout à l'heure, tu parlais encore de l'action de comment il s'appelle, de El Kaabi là en début. Moi, je pensais que c'était un but, de l'angle dans lequel je l'avais. Moi, j'étais déjà à terre. Je me suis dit c'est fini. Il a claqué un but. La passe de El Khanouch, je pense, elle est magnifique. Ils ont énormément d'occasions quand même dangereuses. Même Saïbari en début de rencontre, tu vois, il nous fatigue énormément. Donc, ils ont vraiment très très bien joué. Je pense que les 2 équipes ont été à la hauteur de l'événement. Ça, c'est sûr et certain, ouais. Je sais pas si on peut dire que le Maroc a très bien joué parce que vu les matchs précédents, ils étaient peut-être fatigués, non? C'est leur tu match penses pas, genre Nigeria, tout ça, ça les a pas. Ouais, 120 minutes contre le Nigeria. Moi, ce que je pense que déjà vous avez mis en place un projet de jeu sans ballon qui était extrêmement gênant.
Et je pense que c'est le seul moment de tout le tournoi où psychologiquement le Maroc là a senti la pression forte. J'ai comme image pour moi le tout début de match. Tout début de match, c'est super important. Et les tout débuts de match du Maroc, sur toute la phase d'élimination directe, ils ont enflammé la rencontre directe. Je me souviens, contre le Cameroun, contre le Nigeria, au bout de 5 minutes, il y a déjà, je pense contre le Cameroun, au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, il y a déjà 5 corners pour le Maroc, un truc comme ça. Et c'était la furie ou blanche, peut-être, ils jouent en blanc. Mais en tout cas, c'était une furie, ils étaient vraiment étouffants. Et contre vous, moi, l'image du début de match du Maroc, c'est, j'ai compté, Massina, 4 fois, il allonge. Au lieu d'essayer de trouver du jeu de combinaison pour build-up, pour construire à l'intérieur le jeu que le Maroc est habitué à poser et à mettre en place, 4 fois il allonge. Ils ont eu vite les pieds qui brûlent. Mentalement, je pense que là, enfin, on est arrivé à un stade où ouais, la pression, elle était forte. Et en plus, vous, athlétiquement, la mise en place que vous aviez. Sur la première mi-temps, je trouve que vous êtes large supérieur. Sur la seconde, je trouve le Maroc est en train de reprendre le dessus jusqu'à la fracture de l'arcade d'El Ainaoui. Et après, ce match, il bascule dans le paranormal et il y a l'action, il y a Brahim Diaz et derrière, franchement, quand Brahim Diaz rate le penalty, tu sais, non, que c'est, tu sais que ça sent bon. Moi, je savais que c'était fini. Enfin, moi, je savais que c'était fini. Moi, j'ai du mal à voir le Maroc qui gagne ce match en prolongation. Je savais que c'était mort. Hein. Je savais que c'était fait. Parce que là, je me suis dit, there is no way que les boys, là, après tout ce qui s'est passé, moi, je connais le Sénégalais, hein, je connais trop le Sénégalais, en fait. J'ai dit, eux, là, à partir de maintenant, ils sont prêts à mourir sur le terrain. D'ailleurs, c'est à l'image d'un Gana Gueye qui joue presque toute la compétition blessé, hein. Gana Gueye qui joue presque toute la compétition blessé, qui doit sortir à un moment donné, et il le dit durant le truc, parce que t'as Pathé 6 qui arrive pour le changement et tout, et Gana qui dit après le match, qui dit ouais, il y avait changement, Pathé devait rentrer, mais il y a Sadio qui vient me voir, il dit j'ai mal, et il y a Sadio qui vient me voir, qui me dit pourquoi tu sors? Fait Sadio qui va voir Gana pour dire pourquoi tu sors pas mon gars, tu restes sur le terrain, tu restes parce qu'on a besoin de toi, parce qu'on a besoin d'expérience, et finalement il reste, il va faire des retours défensifs, et etc., etc. Donc ouais, effectivement, il y avait pas mal de... Le seul moment où j'ai senti que peut-être, même en étant mené, le Maroc pouvait revenir dans le match, dans la prolongation, c'est le moment où Bounou, il fait l'arrêt extraordinaire, où il la remet, tu sais, il y a but vide, et il la remet dans le pied de Chérif, peut-être. Ouais, voilà. Et là, vous ratez le 2-0, le but du break. Et tu sais, comme parfois les matchs, ils peuvent tourner sur ces moments pivots. Un penalty arrêté dans un sens, genre France-Angleterre 2004. L'Angleterre gagne 1-0. Beckham a son penalty stoppé par Barthez. Et derrière, la France marque les... Il y a souvent des moments où t'étais à ça de vraiment faire le break. Et du coup, ça se retourne contre toi. Là, j'ai cru que ça allait être possible. Mais bon, après, il perd Igaman qui se fait les croisés aussi. Non, il s'est passé trop de choses. Il s'est passé énormément de choses. Je pense que dans... C'est incroyable le truc d'Igaman. Je mets juste une petite couche là-dessus parce que pour moi, le seul truc qui a manqué au Maroc, il y a peut-être plus de trucs, mais le plus gros truc qui a manqué au Maroc sur la phase d'élimination directe, c'est qu'on a vu les limites d'El Kaabi, qui a plus marqué un but à partir des huitièmes de finale. Et en me projetant vers le mondial, si je pouvais faire une amélioration dans le 11, c'est clairement le 9. Et malheureusement, le remplaçant qui est amené à devenir un joueur bien meilleur qu'El Kaabi, et El Kaabi, je respecte, hein, la carrière incroyable, les retours en acrobatique incroyables, mais le potentiel d'Igaman, c'est d'être le meilleur neuf peut-être que le Maroc a jamais eu. Et il se fait les croiser sur ce match-là, et du coup, il ne pourra pas jouer à la Coupe du Monde. Enfin, c'est ouf comme c'est tragique. Non, le scénario a été cruel pour les Marocains. Franchement, moi, à froid, après, quand j'y ai pensé, je me suis dit, vraiment, miskin. Voilà, miskin, quoi. Miskin, j'ai eu mal pour eux. J'ai pas eu mal directement pour eux, mais j'ai eu mal parce que Non, j'ai pas eu mal pas directement. Non, mais j'ai eu beaucoup de... En fait, on s'est fait beaucoup de potes marocains, en fait. Durant... moi, j'ai fait 10 jours là-bas. J'ai fait beaucoup de potes marocains, franchement. Des gars super cool. Même au stade, les mecs avec qui je suis allé, c'était que des Marocains, tu vois. Et tout. Quand tu les entendais parler, tu sentais vraiment le fait qu'ils ont jamais vécu une Coupe d'Afrique. Ils ont presque jamais vécu même une finale de Coupe d'Afrique, tu vois. La chance que nous, on a eu ces derniers temps, depuis 2000, voilà, de 2004 face à la Tunisie. Je m'en rappelle très bien. Nous, ces derniers temps, j'ai envie de dire oui, on surfe un tout petit peu sur le football africain. Ça fait plaisir à chaque compétition d'aller, sur les 4 dernières cannes, t'en gagnes 2. Mais au-delà de cela, tu fais 3 fois finale. En plus de ça, la seule fois où t'as pas fait finale, tu es éliminé par le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, au penalty. Qui va gagner en plus de ça la Coupe d'Afrique, dont tu as envie de dire, ouais, en ce moment, on est vraiment au sommet du football africain, tu vois. Alors que les Marocains, c'était la Coupe du Monde.
c'était la Coupe du Monde. Tout l'esprit, c'était le mondial, en fait. C'est demi-finaliste de Coupe du Monde. Et je n'ai cessé de le dire, et même dans mon preview avant-match, c'est ce que je disais. J'ai parlé d'expérience. Il y en a beaucoup, peut-être, ils n'ont pas compris, tu vois, parce que j'ai un pote marocain que le lendemain, le jour de la finale, quand j'ai sorti la preview, la veille, le jour de la finale, il me dit, ouais, t'as parlé d'expérience. Tu penses que demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas de l'expérience? J'ai dit, non, mon gars. J'ai dit non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, franchement. J'ai dit le continent, on se connaît, c'est entre nous, c'est totalement différent, tu vois. J'ai dit ce que vous avez vécu là, ce que le Maroc a vécu cette année face au Sénégal, c'est ce que nous on a vécu en 2019. Ça faisait depuis 2002, on n'avait pas fait une finale de Coupe d'Afrique. C'était même pas la même génération, c'était pas les mêmes personnes. Et pourtant ils m'ont dit ouais, mais en 2004, si tu regardes bien, aujourd'hui dans le staff technique, il y en a qui ont fait la finale 2004. J'ai dit c'est pas la même chose. En 2019, El Hadji Diouf était là. En 2019, d'autres joueurs étaient là. Mais même malgré ça, je dis bien, on n'a pas battu les Algériens parce qu'on a été pris par l'événement, en fait. Quand tu arrives en finale pour la première fois depuis si longtemps et que tu es considéré comme étant une grosse nation de football, c'est pas toujours tu vas venir et tu vas gagner cette finale-là comme cela, tu vois. Et d'ailleurs même, il y en a d'autres qui sont des grosses nations de football qui ont enchaîné les finales et qui n'en ont pas gagné. Je pense là à Didier Drogba. Donc, franchement, je pense que il y a eu... c'est vrai que j'ai eu mal un peu pour eux. Parce que j'étais comme... Vous avez appris... Moi, je pense qu'ils vont gagner une Coupe d'Afrique, hein, les Marocains. Je pense que ce ne sera pas chez eux. 2027-2028, les 2 prochaines CAN qui arrivent, il va falloir vraiment se méfier d'eux parce que c'est un groupe qui va prendre en maturité. C'est des joueurs qui vont devenir encore beaucoup plus expérimentés, qui vont comprendre comment la compétition, elle se passe. La dernière fois en Côte d'Ivoire, ils ont été éliminés assez tôt. Avant aussi, ils avaient été éliminés assez tôt. Entre-temps, ils ont réussi à gérer une demi-finale de Coupe du Monde. Ça les a mis au sommet du football africain. Là, maintenant, il faut que continentalement, ils se prouvent parce que, ouais, 1976, c'est long. Ça s'appelait même pas la Coupe d'Afrique des Nations. C'était un championnat, franchement. C'était un championnat, ils ont gagné. Championnat d'Afrique des Nations. Donc oui, j'ai eu un peu de peine par rapport à cela, en me disant, bah, dommage pour mes potes marocains, c'est dommage pour eux. Mais derrière, j'étais trop content parce que, ouais, nous, on mérite. Maintenant, le scénario et hollywoodien. D'ailleurs, à ce titre, apparemment, il y a un Netflix qui était là pour la finale. Donc, apparemment, il y a un film de la finale qui va sortir. Non, mais c'est vrai, hein, pour un film de la finale, je dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Je dis, j'ai trop hâte de voir ce film de la finale là parce que I want to know qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, quand même, j'ai Ibrahim Bey qui est dans les vestiaires et qui est sur Snapchat. Hein. Lui, il est en plein match, il est dans les vestiaires sur Snapchat pendant que tout le monde est en train de se battre sur le terrain. C'est pour montrer à quel point il s'est passé énormément de choses. Franchement, c'était super top. Willou, Walid Regragui, il reste ou il part, d'après toi Est-ce que tu penses que les Marocains devraient rester dans la continuité? Parce que Regragui, après demi-finale de Coupe du Monde, la CAN, on s'est dit, voilà, il va faire du lourd et tout. Et lui-même, il avait dit que... Il me semble qu'il avait dit... Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Regragui n'avait pas dit ici que s'il ne fait pas de demi-finale de CAN ou quoi que ce soit, il allait partir. Finalement, il n'est pas parti. Après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui peut être considéré, vu ce que le Maroc avait montré précédemment comme étant un mini-fiasco, il organise cette Coupe d'Afrique des Nations chez lui. Ils sont sur une série d'invincibilité incroyable. Ça aussi, j'en avais parlé avant la compétition. J'avais discuté avec un pote marocain et je lui avais dit, vous êtes sur une série d'invincibilité de plus d'une vingtaine de matchs, mais vous avez joué qui? Vous avez joué qui, concrètement? Ils n'avaient pas joué des adversaires qui étaient des adversaires de leur calibre en tant que tel. Donc, est-ce que réellement vous avez eu l'opportunité de pouvoir vous tester concrètement? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, Regragui, il est à 6 mois d'une Coupe du Monde. Pour moi, il devrait rester. Pour moi, il devrait rester. Il devrait être sur la continuité et il devrait faire les comptes après le mondial. Et j'espère qu'ils ne vont pas agir de manière rapide ou précipitée, à décider de changer de coach ou quoi que ce soit. Parce que je trouve que il a ses limites peut-être, il peut être critiqué, mais globalement parlant, c'est pas un mauvais coach. Franchement, c'est pas un mauvais coach. Ouais, bah disons, cette CAN, encore une fois, la vie, c'est pas un interrupteur 1-0, noir-blanc, c'est un spectre de possibilités. Sur le spectre de possibilités, cette CAN, est-ce que tu la mets plus proche de réussite ou plus proche d'échec? Et ça, pour moi, ça conditionne ta réponse. Et pour moi, tu peux évidemment pas dire que c'est une réussite totale. C'était la CAN à la maison, c'était l'opportunité de la gagner, tu voulais la gagner, etc. Mais si tu me dis qu'on est plus proche de l'échec que de la réussite, moi, je vais te dire que t'as pas vu les matchs. Et t'as pas vu ce que le Maroc a été capable de mettre en place dans certaines rencontres où c'était à un niveau très, très élevé. Aujourd'hui, le Maroc a le classement FIFA le plus élevé de toute son histoire. Ils sont 8e. La série de résultats qu'il y avait avant, les joueurs qu'il y a actuellement, le projet qui dure depuis un moment, la Coupe du Monde. Enfin, je veux dire, pour moi, remplacer ton sélectionneur là, c'est risqué.
tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu prends, qui est-ce que tu prendrais? Et si demain tu me dis, ok, Pep Guardiola a envie de prendre en main le Maroc, ok, bah il faut se séparer de Regragui ce soir. Mais qui est-ce que t'as? Si tu te sépares de Regragui, c'est aussi une question. Donc, c'est un peu le... Ouais, j'ai toujours ça quand on parle d'un changement d'entraîneur. Qui est-ce que tu prends Allemands, ensuite? il y a 2 ans, ils organisent l'Euro. Nagelsmann est éliminé par l'Espagne, il est encore là. Tu vois. Et pourtant, ils faisaient un bel Euro. Franchement, ils faisaient un bel Euro, les Allemands. On a tous été d'accord que c'était peut-être un des meilleurs matchs de l'Euro, en tout cas un des matchs les plus serrés. On aurait pu avoir ce match-là en finale et ça n'aurait pas été un scandale Allemagne-Espagne. D'ailleurs, un match dans lequel il y a main de Cucurella. Hein. Main de Cucurella, l'Allemagne est à domicile quand même. Il y a main de Cucurella et l'arbitre ne la siffle pas. Et d'ailleurs, après, on se rappelle de Cucurella jusqu'à aujourd'hui. Je pense 2 ans plus tard, chaque fois qu'il joue l'Allemagne, il se fait siffler. Siffler en Allemagne tout le temps. Cucurella et puis tout cela. 2016, la France perd la finale de l'Euro contre le Portugal. Deschamps reste et il 2 est ans champion plus tard, du monde. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, ouais, moi je pense que les Marocains, sur ce point de vue-là, devraient garder Walid Regragui. Il a fait son boulot. Tu l'as dit, il y a quelques limites aussi dans cette équipe-là. On a eu l'occasion de le voir. Peut-être aussi quelques limites sur le banc. Ça aussi, tu l'as dit, genre parce que je pense que le Sénégal, en termes d'effectifs, on a montré aussi qu'on a un effectif très large. Je pense qu'au cours de cette compétition, on a montré qu'on a un effectif très large. Vous avez eu l'opportunité de voir tous nos attaquants. Tous nos attaquants, ils ont joué les trucs et ils ont presque tous cette perte. Il me semble qu'ils ont tous marqué. Je pense qu'Habib, il a marqué, Chérif, il a marqué, Jackson, il a marqué. Je pense que ça te montre qu'à chaque niveau, à chaque palier de compétition, on a été capable de pouvoir ramener toujours ce super sub-là, le boy qui va sortir du banc, qui va être pertinent, que ce soit, Sabali qui est rentré en début de compétition, qui a été dangereux, Ibrahim Baye qui a été dangereux plusieurs fois aussi, qui rentre à la 60e minute de cette finale-là aussi et tout. Donc, Ismaël Sarr qui commence la compétition, qui est sur le banc pendant la moitié de la compétition à un moment donné, qui revient en finale pour jouer dans un poste de piston droit et puis tout cela. Donc, il y a quand même eu pas mal de choses qu'on a montrées. Khalidou Koulibaly qui est suspendu, on n'a pas de problème, tranquille, posé. Mamadou Sarr qui arrive. Alors que au niveau du Maroc, à la minute où Romain Saïs se blesse, il y a des problèmes. Tu te dis, est-ce que c'est El Yamik qui doit jouer? Mais El Yamik, il n'est pas très fort. Et après, c'est Massina. Mais Massina, il fait des bêtises. Donc, tu vois, ça a été... J'ai envie de dire, je pense que ça aussi, ça a joué un tout petit peu. Est-ce que tu penses pas que la grandeur la profondeur de l'effectif n'a pas joué peut-être un mauvais tour à cette équipe du Maroc là, qui à un moment donné, quand certaines de leurs stars, de leurs grands joueurs n'étaient pas là, il manquait ce petit peps là pour aller pousser, pour aller jusqu'au bout, quoi, tu vois. Franchement, c'est intéressant de voir qu'à part Bounou et Hakimi, il manquait toute la colonne vertébrale du Maroc 2022, parce que Ounahi s'est blessé avant la phase d'élimination j'avais oublié directe. Ounahi même. Amrabat aussi, Saïs et En-Nesyri était mis sur le banc au profit d'El Kaabi qui avait claqué ses retournées acrobatiques, etc. Donc c'était une structure, une colonne vertébrale totalement différente. Peut-être si tu retrouves quelques-uns de ces gars-là, peut-être c'est plus En-Nesyri qu'il faut en pointe, je sais pas. Peut-être que Shemsdine Talbi peut faire une bonne deuxième partie de saison avec Sunderland et devenir une option. Il était là, mais il n'était pas vraiment une option pour Regragui. Il y a Ben Seguir qui a peu joué aussi en Allemagne, donc peut-être que lui aussi. Moi, je trouve que le Maroc a quand même un bon petit vivier. Le problème, c'est la charnière centrale, je suis d'accord. Trop faible. Massina, c'est faible. C'était difficile. Il a eu des moments mieux, mais c'est sûr que c'est pas au niveau. C'est ton point de vulnérabilité criant. Et la pointe, où en plus El Kaabi, il a déjà 32 ans, je pense, donc ça va pas en s'améliorant. Et on a vu peut-être les limites à très très haut niveau. Parce qu'il a eu un paquet d'occasions. Je me souviens, j'en parlais dès le match contre la Tanzanie, où je disais, franchement, tout le monde est en train de parler du mauvais match du Maroc contre la Tanzanie et tout. Moi, j'ai eu beaucoup de choses collectivement qui étaient bien foutues. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'El Kaabi a commencé à rater des occasions, notamment de la tête. Il y a eu beaucoup de très bons centres qui ont été donnés pour El Kaabi et il les a ratés. T'aimerais bien que sur le début de la phase d'élimination directe, ton 9 prenne un petit peu de confiance. Et derrière, ça rate aussi contre le Cameroun, ça rate contre le Nigeria et ça rate en finale. Et c'était un des points aussi faibles du Maroc. Donc peut-être c'est un petit peu comme je pense est-ce que c'est en équipe de France où on s'est dit pendant un petit peu trop longtemps on a persisté avec une option, par exemple peut-être Yoris et Maignan, tu vois, peut-être on est resté un petit peu trop longtemps avec Yoris et ça te coûte peut-être la finale de Coupe du Monde 2022 où il fait pas un arrêt de la séance alors que t'as sur ton banc le meilleur gardien de penalty du monde peut-être avec Mike Maignan, et peut-être c'est ces trucs où
Peut-être Igaman plus que El Kaabi, c'est quelque chose qu'il fallait, et peut-être si tu dois trouver des torts à Regragui, c'était peut-être quelque chose qu'il fallait commencer à préparer un petit peu plus tôt encore pour que tu arrives à ce tournoi et que sur la phase d'élimination directe, tu es vraiment un Igaman qui peut vraiment jouer les matchs et être une option installée, comme si nous on avait préparé la relève d'Hugo Lloris avec Mike Maignan 6 mois plus tôt, 1 an plus tôt, bah peut-être on aurait une 3e étoile sur le maillot. Peut-être c'est des trucs comme ça que tu dois regarder quand tu évalues un sélectionneur. Il y a le projet de jeu et il y a après comment est-ce que tu prépares les successions et peut-être parfois tu as un petit peu du mal à sortir tes cadres vraiment de ta colonne vertébrale alors qu'en vrai ils ont peut-être un petit peu fait leur temps. C'est une hypothèse que je balance comme ça. C'est une des pistes d'amélioration peut-être de ce Maroc. De son côté, moi j'ai envie de parler aussi de Pape Thiaw parce que finalement la CAF a sorti le 11 de la compétition. Évidemment il n'est pas coach de la compétition. Miskin, ils l'ont pas mis coach de la compétition. Ils ont dit c'est Regragui qui a été élu meilleur coach de la compétition. Fair enough, franchement, on va pas se plaindre, il n'y a pas de souci. Mais derrière, moi, je l'ai trouvé vraiment incroyable et top, notamment sa capacité à pouvoir s'adapter à ses adversaires. Je pense que ça, c'est la force de l'équipe nationale du Sénégal. En finale, quand même, il joue une finale avec presque 2 ou 3 dispositifs tactiques différents dans la même finale. Franchement, ce qui est quand même très rare. Le changement à l'heure de jeu où il fait rentrer Ibrahim Bey, Ismaël Sarr et puis tout cela, où il passe finalement avec Abdoulaye Seck, où il passe à une défense à, une défense à 3 derrière, avec Ismaël Sarr en piston sur un côté, mais qu'en phase offensive, tu te rends compte que Ibrahim Bey rentre à l'intérieur, qu'Ismaël Sarr va sur le côté comme ailier. Je trouve que Pape Thiaw, on lui donne peut-être pas assez. Je pense qu'on ne lui donne peut-être pas assez de crédit. On ne lui donne pas assez de crédit, tactiquement parlant, par rapport à la manière à laquelle il a géré la plupart de ses adversaires dans la compétition. Notamment le Maroc en finale, où je pense qu'on a été meilleur qu'eux. Ouais. Il a été beaucoup plus créatif que Walid Regragui. Mais au-delà de cela, même en demi-finale, moi jusqu'à présent, j'ai cette image-là où on marque un but et n'importe quel coach au monde va normalement bétonner et défendre parce qu'il reste 10 minutes. Lui, il bétonne pas, il défend pas. Il fait rentrer 2 joueurs offensifs, tu vois. Continue à attaquer en se disant que ces Égyptiens-là, ils vont faire une erreur. Moi, je fais rentrer Ismaël Sarr, je fais rentrer, je sais même plus qui d'autre, je prends Chérif Ndiaye et Ismaël Sarr et j'attaque. J'attaque quand même, tu vois. Je vais pas subir le jeu pendant 10 minutes parce que ce serait une erreur de subir le jeu face à l'Égypte pendant 10 minutes, sachant que maintenant, ils sont dos au mur et que les Égyptiens, à ce moment-là, Osama Hassan, il fait rentrer genre 4 attaquants. Il fait rentrer Salah Morsen, il fait rentrer... comment il s'appelle, Mostafa Mohamed, fait rentrer Zizou, fait rentrer tout ce qu'il peut. En fait, tout le monde est rentré alors qu'ils ont refusé le jeu pendant 80 minutes. Je pense que Pape Thiaw est à féliciter parce qu'en termes d'audace, j'ai rarement vu, en tout cas, un coach aussi courageux que cela. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti et ça me rassure beaucoup. Ça me rassure beaucoup pour la Coupe du Monde dans laquelle on va. Parce qu'il faut savoir se réajuster dans certains matchs. Non, c'est vrai. Votre groupe, il est quand même bien flippant. Mais ouais. C'est intéressant. Je pense que vous avez bien fini collectivement. Avec effectivement, comme tu as dit, l'Égypte. Vous les avez réduits à quoi, 1 ou 2 tirs Ils ont un tir. Après, en fait, le seul tir cadré de l'Égypte arrive après le but du Sénégal. Mais avant ça, ils n'ont pas de tir. Voilà, la Marmouche 93e, là, un truc comme ça. Et contre le Maroc, où effectivement, je trouve que si je devais donner au point, avant le penalty de Brahim Diaz, vous êtes 60% supérieur. Je dirais c'est du 60-40 sur l'ensemble de la rencontre. Et vous avez très bien démarré la rencontre notamment et fait douter le Maroc très vite et tout. Maintenant, j'ai pas envie d'oublier non plus les matchs contre Soudan et Mali, où je trouve que c'est pas des bons matchs. Et je trouve que pour votre qualité individuelle, le Soudan, je trouve que vous avez eu du mal à créer du jeu face à un bloc bas, ce qui est relativement normal. C'est le cas de beaucoup de sélections aussi. Un bloc bas, c'est difficile en général. Mais tu vois, je vois ça et je dis, ok, bon, là, on a vu quand même aussi un peu une des limites et un des axes d'amélioration surtout. Et contre le Mali, je trouve que le Mali, jusqu'alors, qui, tu vois, était pas non plus impressionnant et tout le monde la voyait d'assez loin comme la 8e équipe des 8 quarts de finalistes, fait son meilleur match peut-être de la compète comme vous, en vous prenant plutôt bien sur la pression. Et en fait, j'ai continué de voir des problèmes un petit peu de... À 10 contre 11 en plus, les Maliens. Ouais, à 10 contre 11 exactement, avec Bissouma exclu à la demi-heure de jeu. Et j'ai continué à avoir des problèmes un peu sur la construction, les mêmes que j'avais vus contre le Soudan. Et du coup, j'ai quand même, tu vois, je peux pas sortir de ce tournoi et dire que absolument tous mes doutes ont été levés sur le Sénégal. Je trouve toutefois que vous avez une force en projection, avec la pression, la récupération haute qu'on a vu où Sadio Mané en est l'impulseur et c'est spectaculaire l'état d'esprit et l'approche là-dessus. Et ensuite la projection
les flèches que vous pouvez lancer, les joueurs que vous avez pour lancer ces flèches, votre jeu transitionnel et quand surtout pour moi le gros moment pivot peut-être de votre tournoi, c'est El Hadji Malick Diouf qui arrive à la place de Jacobs et Iliman Ndiaye qui arrive à la place d'Ismaïla Sarr. Et là, on a eu plus de projections et plus de fluidité technique et de mouvement, de liant aussi. Et c'est dommage parce que la finale était tellement folle que j'ai pas pu mettre toutes les séquences tactiques que je voulais analyser, mais je me souviens, il y en a une où Iliman Ndiaye décroche dans le demi-espace et lit le jeu avec une remise talonnade en une touche. Et là, je vois le Sénégal faire une chose que j'ai quasiment pas vue de tout le tournoi avec ce liant. Et contre le Mali, bien sûr, c'est ces incursions depuis la droite avec beaucoup de qualité, de fluidité qui ont permis au Sénégal d'ouvrir le score, de marquer le seul but de ce match, mais même en général, d'être beaucoup plus dangereux sur jeu placé. Ça, c'était mieux. Quand vous avez trouvé El Hadji Malick Diouf, Iliman Ndiaye, pour moi, ça, c'était beaucoup mieux que ce que j'ai vu contre le Soudan, où j'étais un petit peu sur la réserve, en mode genre, ok, vous avez une supériorité individuelle, c'est clair, et dans les matchs transitionnels de projection, peut-être les matchs que vous aurez à la Coupe du Monde contre la France ou la Norvège, par exemple, vous serez un danger, mais quand c'est à vous vraiment de faire le jeu, j'ai un petit doute là-dessus, et peut-être mon doute là-dessus est pas entièrement levé. Je pense que ça dépend des adversaires qu'on a en face de nous aussi, hein, de temps en temps. Et c'est ce que je disais. Ouais. On a l'habitude de... Je pense qu'on est très bon pour l'adaptation par rapport à l'adversaire. Tu vois, ça, c'est très sénégalais, en fait. Tu vois, c'est même culturellement, c'est comme ça, tu vois. Donc, on aime bien se mettre au niveau de nos adversaires. Je ne sais pas pourquoi, en fait. De temps en temps, il faut écraser ton adversaire. Il faut lui montrer que tu es meilleur que lui. Mais nous, on dirait qu'il y a comme un blocage interne de pas vouloir faire trop mal. Tu vois, on veut pas faire trop mal. Donc, du coup, on se gère, tu vois. On fait pas plus que ce qu'on devrait faire. Alors qu'on devrait faire plus. Et effectivement, face au Soudan, ça a été compliqué. Face au Mali, ça a été compliqué. Même face à la RD Congo, j'ai envie de dire, on aurait pu mieux faire, mais on va chercher ce match nul-là. Mais derrière, que veux-tu, après avoir réussi à te qualifier face à une équipe qui maintenant te connaît bien, cette équipe de deux sabres-là. Je pense qu'ils nous connaissaient bien aussi. Et tout cela, après avoir réussi à se qualifier là-bas à Kinshasa, bon, le match nul, finalement, n'était pas si pire que cela. Donc oui, maintenant, on va aller à une Coupe du Monde où je pense que la plupart de ces équipes-là africaines seront encore plus à l'aise. Là, tu vas être face à des équipes qui vont jouer au football. Le Maroc, ils vont jouer face au Brésil. Il y aura pas de bloc bas. Premier match Maroc-Brésil, premier match France-Sénégal, il y aura pas de bloc bas. Là, ça va être une question de... Ça va jouer au football, ça va aller très vite. Les transitions vont être rapides. S'il y en a un qui va défendre, peut-être ça va plutôt être nous par rapport à ces équipes-là. C'est possible aussi, tu vois, mais on sait jamais, hein, avec les Carlo Ancelotti, tout ça, on sait jamais. Ils peuvent refuser le jeu et essayer de te surprendre aussi. Mais globalement parlant, moi, j'ai envie de dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. On aurait pu mieux faire sur pas mal de matchs, mais il y a aussi une manière de s'adapter, aux adversaires qui peut nous faire mal aussi et de temps en temps, parce que ça qui fait que tu prends un but après 5 minutes, parce que tu rentres pas super bien dans le match avec le Soudan, parce que tu penses que il y a comme une sorte d'arrogance aussi. Tu penses que c'est toi qui vas gérer le tempo du match du début à la fin et que les Soudanais ne vont rien faire. Et non, eux ils arrivent en se disant on va jouer au football, on n'a rien à perdre, on a ce statut de la compétition, on est face à quelqu'un qui va sûrement peut-être gagner la compétition, un des favoris, donc jouons, tu vois. Alors que nous on n'est pas bien rentré dans le match. Donc Mais ensuite, vous avez gagné la CAN, notamment en faisant la meilleure finale et en étant très fort sur la fin de... Ce qui montre pour moi, et cette approche que tu es en train de décrire, pour moi, ça montre que le Sénégal est une vraie équipe de coupe, et ça tombe bien, parce que le foot à élimination directe, c'est de la coupe. Il n'y a pas de championnat, on ne joue pas de championnat. Si demain, il y avait un championnat 38 journées, je pense que je parierais encore sur le Maroc, plus sur le Maroc que le Sénégal. Tu vois ce que je veux dire? Genre équipe plus Guardiola, j'ai plus confiance en elle pour battre les petits adversaires et mettre les 4-0 quand il faut mettre les 4-0, etc. Ben, la preuve, mais attends, par contre, vous êtes l'équipe Mourinho. La preuve, les phases de qualif. Regarde comment les Marocains ils tapent tout le monde en phase de qualif. Nous, on a dû attendre la dernière journée de qualification de Coupe du Monde pour se qualifier, hein. Parce qu'on a fait des 0-0 face au Soudan. On a fait 0-0 face au Soudan. Votre groupe était plus compliqué aussi, je pense. Mais ouais. Votre groupe, il était plus compliqué. Ouais, j'avoue qu'il y avait RD Congo. Il y avait RD Congo, il y avait les deux Soudans, il y avait Bénin. Le Bénin. Non, le Bénin pour la Coupe du Monde, c'était Nigeria. C'était Bénin, Nigeria, Afrique du Sud.
Ah, pardon, je pensais qu'on parlait de Oui, la oui, CAN. oui, oui, Je pensais non, qu'on non. parlait Mais oui, absolument. Je veux Non, dire t'as que raison. genre, Sur la par Coupe du Monde, rapport c'est encore au... plus pertinent. Sur les qualifs Coupe Voilà, du au Monde, tout championnat à fait, dont tout tu à fait. parlais, quand tu me dis l'esprit Oui, oui, championnat, oui, oui, oui. mais les Marocains, Tout à fait, ça tout à fait. survole le bail. C'est comme l'Angleterre. Ils aiment bien ça, en fait. Eux, tu vois, ils rigolent pas. Ils viennent, c'est Chypre, machin, tout ça, là, ils tapent tout le monde. Alors que nous, on est capable d'aller faire 0-0 face à Chypre. Moi, je connais mon équipe, on est capable de faire ça. Tu vois, donc. Le problème, c'est l'Espagne. Ils sont forts dans toutes les configurations. Notre gros problème à toi comme à moi, si on veut être fort à la Coupe du Monde cet C'est avoir été, le Stan, c'est niveau la même Espagne. chose. C'est qui va battre l'Espagne, parce que eux, ils continuent de me faire Ça très peur. m'amène, Mais ça ouais, m'amène à cette question-là, Willou, que tout le monde s'est posé sur les réseaux sociaux. Désolé, hein, franchement, il y a 17 millions de Sénégalais, ils n'étaient pas d'accord avec Allez. toi. Willou, tu nous as mis perdant face à l'Égypte. Et c'est bien, t'as attendu 1h10 pour 1h10 te poser la question, c'est à la t'as fin. 1h10 pour la poser. C'est smart, c'est smart. Je reconnais mon Tu as Stan. dit, alors du coup, là, tu nous as mis perdant face à l'Égypte, tu nous as mis perdant face au Maroc. Willou, qu'est-ce qui s'est passé, Nostradamus? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bah écoute, bah, tu sais très bien, pour moi, le but, c'est pas de. J'essaye d'analyser ce que je vois, et en fonction de ce que je vois, partir sur. Je pense que après Soudan et Mali, 8e quart de finale, t'arrives face à l'Égypte. Qui a fait un bon match face à la Pour Côte moi, d'Ivoire c'est en du plus. 55. Tu vois, c'est ça aussi, moi je peux comprendre ta logique. L'Égypte sort une top performance difficile face à la Côte d'Ivoire et tout, donc ouais, je peux. Ouais. Et je pense que si on analyse le match Égypte-Sénégal, tu te dis en amont, franchement, ils ont un petit peu les armes pour vous faire mal. Parce que vous n'êtes pas hyper à l'aise face à des blocs bas. On l'a vu contre le Soudan. Eux, ils sont l'équipe, c'est l'Atlético Madrid du foot international. Ça leur va très très bien d'être bloc bas pendant 90 minutes. Et après, Emma Machour qui lance Marmouche et Salah. Et en rien, t'as rien concédé. Et pourtant, t'es en train de perdre 1-0 dans ce match. Comment ça se passe? Du coup, c'est ça que je voyais un petit peu comme peut-être déficit tactique dans cette rencontre. Et la réalité, c'est que vous leur avez roulé dessus et l'Égypte est totalement passée à côté de son match. J'ai vu des moments où Achour, effectivement, lance Salah et Marmouche, mais c'était une catastrophe. Et en fait, je pense que ce qui a été la réalité de cette rencontre, c'est que vous aviez juste des bien meilleurs joueurs à quasiment toutes les lignes et que défensivement, c'est pas le même pour contenir Mo Salah. Et bah, c'est pas le même Salah qu'il y a quelques années. Donc en fait, Niakate, il en a fait qu'une bouchée. El Hadji Malick Diouf, il en a fait qu'une bouchée. Et vous aviez la force de repli pour faire face aux flèches brûlantes de l'Égypte qui pouvaient peut-être aller vous planter dans votre dos. Et en fait, il y a rien eu de tout ça. Donc ça, c'était mon analyse sur Égypte-Sénégal. Et clairement, vous les avez démontés. C'était, je pense, avec Nigeria-Algérie et Maroc-Cameroun, c'était ça les trois gros matchs les plus déséquilibrés de toute la compétition, où une autre équipe a été éteinte. Donc là, clairement. Mais après, par contre, je dois dire, sur ce match, j'ai vu beaucoup de commentaires en mode tu nous as donné perdant contre le Sénégal, et du coup, on est contre l'Égypte, et du coup, on est furieux contre toi. Et ça, j'avoue, je vais pas te mentir, j'ai pas trop compris, parce que tu sais, depuis que la chaîne elle existe 8 ans, on en a donné un paquet des pronos, genre. C'est un peu un des concepts, quoi. Tu connais Internet, moi c'est ce que je disais, tu vois, même là par exemple, moi durant la CAN, tu vois, toi et moi on en a même déjà discuté plusieurs fois en off, c'est une des compétitions et plus ça avance et moins j'ai envie en fait d'aller commenter ou d'aller live tweeter ou quoi que ce soit, d'aller donner mes avis, surtout comme je dis, il y a beaucoup d'ambiguïté quand tu donnes ton avis avec 140 ou même aujourd'hui c'est beaucoup plus, mais avant c'était 140 caractères, il y a trop d'ambiguïté, tu laisses trop de place à l'ambiguïté, tu vois. Donc moi du coup maintenant j'aime bien juste vivre ma compétition, j'allume ma caméra, je dis ce que j'ai à dire et puis je passe à autre chose, tu vois. Et effectivement, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, malheureusement j'ai l'impression qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux il y a beaucoup trop, j'ai envie de dire il y a beaucoup trop de bordel, il y a beaucoup trop de gens qui racontent, je sais pas, qui sont sur des détails, qui sont sur une haine que tu ne peux pas comprendre. Parce que moi je trouvais ça tout à fait normal, je veux dire c'est comme si tu me disais aujourd'hui de faire une prédiction sur la prochaine Coupe du Monde, bah j'ai le droit de faire une prédiction de n'importe quoi. J'ai le droit de dire aujourd'hui que je pense que le Brésil va taper le Maroc. Est-ce que ça veut dire que je suis contre les Marocains ou je déteste les Marocains? En face de groupe, tu me dis que la Norvège va battre la France, je vais pas t'en vouloir. Enfin, c'est possible, c'est fort possible. C'est possible. Voilà, tu me donnes ton argumentaire de pourquoi l'équipe de France pourrait souffrir contre la Norvège et pourquoi dans le dos, Odegaard qui donne un ballon à Haaland, ça pourrait nous faire mal. Je suis là genre ok, fair enough, genre bon bah on va voir et on passe à autre chose. Mais
Après, maintenant, tu vois, honnêtement, je pense par rapport à quel point tout ça, ça a fait du bruit, je l'ai pas mal vécu. Pour moi, 90% du temps, c'est de bonne guerre. Et tu vois, quand je prenais dans mes commentaires YouTube, ah bah tu vois, finalement, le Sénégal a battu l'Égypte, j'étais là genre, ouais bah mec, franchement, déjà, je suis content pour vous. Enfin, j'ai beaucoup plus de potes sénégalais qu'égyptiens, dont toi. Et ensuite, deuxième chose, bah oui, c'est le foot, tu vois, genre moi, à aucun moment, ça. quand je donne ma preview, mon prono, je suis là, les gars, je vous promets, c'est ça qui va se passer. Mettez la maison dessus, il n'y a aucun doute. J'ai passé l'analyse dans mon ordinateur, je l'ai fait 10 000 fois. 10 000 fois, l'Égypte bat le Sénégal, c'est certain. Ben non, juste, tu sais, je regarde deux, trois éléments et bon, voilà ce qui en sort et je suis pas un ordinateur. Donc ça c'est d'une la première chose. Et ensuite sur Maroc-Sénégal, bon, bah moi je dirais que depuis le début du tournoi, mais ma preview a été plutôt pas mal parce que je pense que et même peut-être tous les deux, c'est la finale qu'on avait vue pré-compétition, c'est la finale qu'il y a eu, c'est les deux meilleures nations du continent. Et ils étaient favoris. Ils étaient favoris chez eux. Bien sûr, le Maroc était favori contre le Sénégal, était favori des bookmakers, ils jouaient à la maison. Tout à fait. Et on va dire, avant ce match-là, le fait que le Sénégal soit supérieur au Maroc sur cette finale, je pense pas que ce soit ce que la plupart des gens avaient prédit. Sinon, ils sont très forts et sinon, j'espère qu'ils ont posé leur livret A sur le Sénégal qui était coté à 3,50 parce que clairement, le Maroc à la maison, qui venait de sortir le Nigeria, que beaucoup étaient en train de voir comme maintenant la meilleure équipe de la compète, etc. Ouais, c'était pas fou de les voir favoris. Dans l'ensemble, tout ce truc m'a plutôt régalé. Et je veux dire, c'était fun, tu vois, c'était sympa qu'il y ait la petite histoire de les pronos de Willou, etc. sur la chaîne. Je vais dire, et je l'ai dit direct dans le débrief d'après-match, maintenant que la compétition est terminée, toute cette petite histoire, et surtout vu la manière dont ça s'est terminé, toute cette petite histoire, pour moi, il faut pas oublier que c'est juste une petite histoire et qu'en vrai de vrai, on s'en fout. Et j'ai pas envie qu'il y ait 1 million de trucs sur les pronos de Willou, machin. J'ai envie qu'on soit sur Sadio Mané. Le titan du continent, ce match qui rentre dans la mythologie. J'ai envie qu'on soit sur Brahim Diaz, le héros devenu méchant. Enfin, toutes les vraies, belles, grandes histoires qu'il y a dans le foot. Nous, toi comme moi, on a nos petits délires sur la chaîne, on tisse nos petites histoires et voilà. Mais à la fin, tout ça, ça pâlit en importance face à la grande histoire qu'on est tous en train de suivre. Donc, concentrons-nous sur ça. Ça, c'est le plus important. Non, et rendez-vous dans quelques temps pour mon prono de Coupe du Monde 2026. Non, t'es mort, toi. France-Sénégal, je sais même pas ce que tu vas pronostiquer. T'es déjà foutu, toi. T'es foutu. Mais non, moi en plus j'ai rien. C'est vrai que malheureusement vous tombez dans notre groupe. Mais tu sais, moi, j'aimerais aussi rappeler à mes amis sénégalais qu'il y a pas si longtemps, je les donnais vainqueurs de la CAN. Hein. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Et ça s'est passé. Donc j'ai bien sûr rien contre vous. Enfin, comment est-ce que je pourrais avoir quelque chose contre vous? Non, mais tu connais. C'était drôle. C'est Internet, c'est toujours comme ça. C'est comme moi, par exemple. Moi, il y a plein de gars, ils ont dit, ouais, Stan, ça se voit que t'aimes pas le Maroc. J'ai dit, comment ça se voit que j'aime pas le Maroc? J'ai dit, c'est fou, quoi. C'est Stan, si on faisait la liste de toutes les choses où ça se voit qu'on n'aime pas, parce que je pense que j'ai reçu, ça se voit que t'aimes pas le Real, ça se voit que t'aimes pas le Barça, ça se voit que t'aimes pas Arsenal, ça se voit que t'aimes pas Manchester City, ça se voit que t'aimes vraiment pas l'OM, ça se voit que t'aimes vraiment pas Liverpool, ça se voit que t'aimes... Bah, en fait, je pense que je déteste tout le monde. J'ai genre 8 cibles là dans mon bureau et j'ai des fléchettes d'absolument tous les entraîneurs de la planète. Non, mais à la fin, on essaie juste de dire ce qu'on pense. Et heureusement, parce que si à chaque fois, tu vois, j'ai pensé sur le prono Sénégal-Égypte, typiquement. Moi, j'ai aucun pote égyptien. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Égyptiens qui regardent mes vidéos. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner à mettre l'Égypte vainqueur de ce match? Si j'ai envie de faire plaisir à tout le monde et que j'ai envie de passer une soirée tranquille, j'ai juste à mettre le Sénégal vainqueur, même si je pense l'inverse. Mais à la fin, dans mon âme et conscience, j'ai envie de mettre ce que je pense. Parce que c'est ça le concept de la chaîne. C'est ça le concept de parler de foot. Si tu essayes juste d'être dans l'apaisement diplomatique de toutes les fanbases, à la fin, tu n'es jamais en train de donner ton avis. Donc je pense, à la fin, il faut être capable d'encaisser toutes les critiques, même celles qui sont malveillantes. En fait, les malveillantes, même tu t'en fous, c'est les plus faciles à gérer. Parce que c'est des gens qui, de toute manière, t'aiment pas. Donc on s'en fout, en fait. Et si tu n'es pas capable de prendre... Et c'était un bon tournoi un peu pour apprendre ça aussi. Si t'es pas capable d'encaisser tout ça et de quand même donner ton avis, bah t'es en train de te tromper de métier. Ouais, tu fais le mauvais métier. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. C'est ça le métier. C'est ça. Le métier, il est facile. Si c'est juste dire ils ont gagné, c'est cool, ils sont trop forts. Là où le métier, il est un petit peu plus challenging, c'est devoir assumer ce que tu penses et tant pis, peu importe les conséquences. Eh ouais, t'as parfaitement tout dit. Je vais finir sur une question.
Tu avais investi apparemment. Je sais que tu es un investisseur, toi, tu es un investisseur averti. Tu vois, tu n'es pas un investisseur... voilà, tu avais investi rue Yann Diomandé. Je me rappelle très bien. Oui. Yann Diomandé. Yann Diomandé, à chaque fois que je voyais Diomandé jouer, je pensais à mon ami Wilou. Wilou de Babi, Wilou d'Abidjan, Wilou de Yopougon. J'ai vu Yann Diomandé. J'ai dit, ouais, quand même, quel joueur. Franchement, quel joueur. Quelle Coupe d'Afrique des Nations. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire, mais ils nous ont vraiment fait plaisir. Je pense qu'on a eu là quand même Yann Diomandé à gauche et Amad Traoré à droite. Ouais, les Ivoiriens, j'ai hâte de les voir à la Coupe du Monde. Amad Diallo, excusez-moi, à droite. J'ai hâte de voir les Ivoiriens à la Coupe du Monde. Je pense que ton investissement a pris de la valeur. Les appartements vont bien, mais je veux dire, je suis pas du tout prêt à les vendre. Hein. Je suis en train d'en racheter d'ailleurs. Sur cette avenue, je veux posséder à peu près toutes les propriétés parce que je pense que ça va grimper beaucoup, beaucoup plus haut. Encore. Là, on a pas mal de propriétés à aller voir. Là. Il y a des propriétés El Ainaoui, il y a les El Ainaoui. Ah ouais, celle-là. Même mon gars Iwobi, je t'avais dit, Iwobi, il allait faire une grosse Coupe d'Afrique des Nations. Attention à Iwobi, genre meneur de jeu reculé. Après, Iwobi, c'est déjà, il faut avoir un certain capital pour investir dans du Alex Iwobi. Tu vois, nous, je sais pas si on a ces moyens-là. Moi, je cherche plutôt les petits T1, T2, tu vois, qui sont à ma portée. Les Ibrahim Baye, quoi, les Ibrahim Baye de ce monde, tu vois. Ces petits investissements pertinents qui peuvent aller loin, en tout cas. Par exemple, ça peut être un petit investissement. Mais Nil El Ainaoui, par exemple, je pense que j'ai un peu raté le train. J'ai pris le train un match avant tout le monde, je pense. Parce que je pense que j'en ai fait l'axe principal de mon débrief contre le Cameroun. Et c'est après, contre le Nigeria, que c'est devenu vraiment un phénomène. Mais c'était pas encore suffisamment tôt. Si j'avais vraiment, vraiment voulu prendre le train, même si j'avais parlé de son transfert de Lens à la Roma, etc., j'aurais dû le prendre. Bien avant. Ouais, j'aurais dû le prendre à Lens. Là, maintenant, on a un petit peu raté la vague. J'espère que franchement, tous ces jeunes-là vont faire une belle deuxième partie de saison parce qu'on en a besoin. 9 équipes africaines qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Je trouve que les 9 ont montré des choses assez intéressantes au courant de cette compétition, chacun avec ses valeurs. Donc, il y a de quoi... Sauf le Ghana. Sauf le Ghana qui n'était pas là, évidemment, malheureusement. Les ils ont moins montré les choses. J'ai oublié. Les Congolais, ils ont un match de barrage à jouer. En mars, ils ont intérêt à se gérer. Cette équipe de RDC va récupérer sûrement Yohan Wissa qui n'a pas pu faire la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça leur a manqué aussi un tout petit peu dans la profondeur offensive de ce qu'ils auraient pu amener. Wissa qui avait décidé de rester avec Newcastle à cause de sa blessure qui avait pris presque toute la première partie de saison. Donc ouais, moi je pense que, en tout cas, le continent africain a montré qu'il y a du beau football, il y a du talent. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas à rougir. Il y avait un temps, c'est une réalité, où on regardait certaines nations sud-américaines, européennes, en se disant « Ah, peut-être que... » Aujourd'hui, je ne vais pas te mentir que moi, j'arrive à la Coupe du Monde le plein de confiance possible. On est dans un groupe très difficile, évidemment, avec la France, avec la Norvège, avec qui d'autre? Je pense la Bolivie, non, il me semble. C'est quoi le... je sais même plus. On ne sait pas encore. C'est vrai, on ne sait pas encore. C'est vrai, on ne sait pas encore, hein, le troisième qui joue avec nous. C'est en mars, ouais. Ah ouais, on ne sait pas encore. Non, c'est une équipe de playoffs. Et c'est les playoffs, ils seront en mars. Voilà. Donc du coup, on ne sait pas encore, mais bon, c'est pour montrer. C'est pour montrer que franchement, tranquille. On va voir ce que ça va donner. Là, je suis trop excité pour la Coupe du Monde. Mais en attendant... Arsenal a un championnat à gagner, une Ligue des Champions à gagner. Je te dis que cette année, je suis en mission 2026. Moi, je suis né pour 2026. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis né pour 2026. Je suis né pour cette année, cette saison. Ouais, c'est clair. C'est ton année, mec. C'est ton année. Alors là, elle a bien commencé, il faut qu'elle se termine. On va essayer d'aller tout chercher. Willow, un dernier mot par rapport à tout ça. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Je pense qu'on a fait un peu le Non, on n'a pas tout dit, mec. La vidéo, elle pourrait faire 6 heures. On a tellement de choses à se raconter. Ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Il y a tout un tournoi qui vient de se passer. Il y a le foot européen devant nous. Vrai. Tu me parles d'Arsenal. J'ai envie de te parler du but de Gyökeres contre l'Inter, qui est une frappe extraordinaire, mais la passe avant pour Saka, elle m'a tué de rire aussi. Il y a trop de choses dont on doit parler. Donc on va s'arrêter là parce que ça fait 1h30, mais captons-nous vite pour ouais, on va se capter très très vite. Très bientôt, on va être fixé pour la Ligue des Champions. La phase critique et super intéressante de Champions League arrive. La phase de poule est presque terminée. Et au-delà de cela aussi, les championnats en cours, on ne sait jamais. Hendrick, apparemment, il est très très chaud là, de ce que j'ai pu voir là-bas chez vous. Ouais, donc j'ai hâte de voir cette équipe de Lyon là en deuxième partie de saison. Dans une position intéressante. On se rend compte que c'est pas vraiment peut-être un buteur, peut-être pas un avant-centre, peut-être plus un ailier
ailier droit. Et ça commence à bien fonctionner. Est-ce qu'il va réussir à se faire une place aussi dans cette équipe de Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde? Donc, je sais pas, il y a tellement de narratifs. Ousmane Dembélé qui vient de commencer la saison comme l'année passée, ce truand-là. Lui, il aime bien. Lui, en fait, il a craqué le ballon d'or. Lui, il a dit, moi, de septembre à décembre, je fous rien. À partir de janvier, je viens et il y a que moi qui claque des buts. On appelle ça faire une Kevin De Bruyne dans le game. Que des bandits, franchement. Donc je me dis, Manchester City qui arrête pas de perdre. Ça aussi, je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe et tout, malgré un recrutement incroyable. Bref. Bah, moi, je sais ce qui se passe. Ils ont perdu Ruben Dias et Gvardiol et maintenant, ils jouent avec Max Allen en défense centrale, rappelé de Watford. Et le pauvre, il est désastreux. Hein. Il est vraiment pas bon, mais c'est pas de sa faute. Il est pas au niveau. On attend de voir est-ce que Gueye va réussir à sauver cette équipe-là et tout. Est-ce qu'il va dépenser encore de l'argent d'ici le 31 janvier? Franchement, il y a tellement de choses cette saison. J'espère que vous serez là. En tout cas, on se capte très très vite sur la chaîne de Willou et aussi ici chez les Outsiders pour de nouvelles vidéos. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Excusez-moi, désolé. Les petites, j'ai pas encore bravo, on est champion d'Afrique, Sénégal. les gars. Bravo. Tous Outsiders.